Ok, je raccroche. T'en souviens pour la prochaine fois? Oh punaise, non, ça va être quelque chose. Non, mais une fois qu'on l'a fait une fois, Et, c'est bon. Hein. Alors, on t'entend pas là. Hein. Ah, alors attends. C'est génial. Là, tu es sur Facebook? Ouais. Ah, bravo, bravo. Ça marche. On t'entend plus, Martial. Alors attends. Une seconde. tu es en route déjà peut-être aussi? Alors, j'éteins le téléphone déjà, peut-être. Ah oui, je vais mettre le haut-parleur. Non, tu crois que ça marche, le haut-parleur là? Bah oui. Ouais, on m'entend pas. Là, toujours pas? On t'entend, mais pas très bien. On t'entend loin, en fait. Coucou les amis, coucou à tous. On m'entend loin. Ah, c'est mieux là. C'est mieux? Oui, Ouais. oui, c'est bon là. Ah, Ouais. bon, mais d'accord. Je vais couper mon téléphone. Voilà, moi j'ai coupé le mien. Bon, mais si on m'entend bien, c'est bien. Alors, coucou à toutes. Alors, je on sais est en pas. direct sur Facebook, ça y est? Ouais, on est en direct, Fatima, sur Facebook? Ouais, mais toi, j'ai l'impression qu'on t'entend pas. Qui, moi? Ah, si, moi je l'entends bien, Fatima, Samia, pardon. Ouais. Bon. Ah bah, je parle pas, c'est normal, tu m'entends pas. Ouais, c'est une soirée voyance ou une soirée humour? Tout, ça melting pot. Alors, moi, j'entends tout le monde me dit, Sabrina, t'as des cartes. Alors, moi, je suis là. Tarot des Bohémiens. Tarot des Bohémiens. Eh ben, nous, on jouait. Laurent, il m'a appris à jouer au tarot pendant le confinement. Ah oui. Eh ben, j'étais forte après. Hein. Ça fait quelque chose pour moi. Ah, écoute, comme on est en ligne, donc, déjà, merci pour m'avoir invité. Ah, avec plaisir. C'est un grand plaisir. C'est partagé. Oui. Alors, écoute, tu vas te présenter, Martial. Là, les gens commencent à arriver tout doucement. Ouais. Alors, je voudrais que tu te présentes parce que je sais pas, moi, je t'ai un peu annoncé avant. D'accord. Alors, je me présente, je m'appelle Henri. Henri, je voudrais bien réussir ma vie. Bon, je m'appelle Martial Lanoir, j'ai 48 ans. Je fais des vidéos sur YouTube. Et puis donc, je fais partie de ceux qui veulent nous libérer de la dictature sanitaire. Donc, je fais des vidéos militantes, je dirais. Et puis, c'est comme ça donc, que nous nous sommes rencontrés virtuellement avec Samia. Et puis, nous avons sympathisé. Et donc, voilà. Moi, je vais dire un truc. Il y a quelque chose que je voudrais dire en préambule. Parce qu'en fait, moi, je fais partie de ceux qu'on appelle les patriotes. Et il y en a beaucoup parmi eux qui sont catholiques et qui voient la pratique de la cartomancie comme quelque chose de diabolique. Il se trouve que moi, dans ma famille, on est là-dedans. Ma grand-mère le faisait, ma mère le fait, ma sœur, je ne sais pas si elle le fait encore, mais elle l'a fait, mon frère l'a fait, moi aussi je l'ai fait. Ma tante, c'est un truc familial. Et moi, je pense qu'il y a une erreur parce que quand on lit la Bible, on nous parle des oracles. Il y a des moments où il y a des oiseaux qui volent dans le ciel, il y a des oracles, donc des gens qui devinent l'avenir via des oracles. Donc je ne comprends pas pourquoi considérer que faire ça, c'est être dans le diabolique, alors que dans la Bible, on voit bien que des gens ont lu des oracles pour deviner le futur. Donc pour moi, ça ne fait pas de sens. Donc je ne me considère pas comme diabolique. Et voilà, donc ce que je voulais dire pour ceux qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce catholique qui pratique la cartomancie? Eh bien voilà, j'assume, ça peut paraître curieux pour certains, mais c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Très bien. Et c'est vrai que les prophétesses, les prophètes, ça a toujours existé, hein, depuis la nuit des temps, dans toutes les cultures. Donc moi je vois rien de diabolique là-dedans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de religions, que ce soit l'islam, les chrétiens qui disent que c'est effectivement diabolique. Après c'est comment nous le pratiquons. Hein, je veux dire c'est les individus comment ils le pratiquent, comment cet outil qui pour moi est précieux. Pour moi c'est une manière de guider, de s'éclairer. C'est dans ce sens-là que je vais le pratiquer en fait. Je ne vais pas du tout avoir une emprise sur les gens. Pour moi, les gens sont libres et ils gardent leur libre arbitre. Donc, ça dépend de chacun d'entre nous en fait. Comment on le gère, comment on le transmet quoi.
il y a une image que j'aime bien donner, c'est qu'avec ce couteau-là, je peux me couper un bout de fromage ou alors je peux le planter dans le ventre de quelqu'un, mais c'est le même outil. Ça dépendra de ce qu'on en fait, quoi. Voilà, exactement. On a un instrument, qu'est-ce qu'on en fait? Du bien ou du mal? C'est comme beaucoup de choses. Hein. Donc, bon, bah, Martial, moi, je suis très contente de t'avoir avec ce live, dans ce live ce soir. Je pensais pas du tout. Je sais pas comment je t'ai envoyé, voilà, ce qui s'est passé. J'ai vu une vidéo de toi cet après-midi et on a, avec mon amie, avec Fatima, on a vu ça et on s'est dit, mais ouais, à fond, quoi. C'est te voir sans masque dans un magasin, ça fait du bien, quoi. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un sans un masque, quoi. Et en plus, dans un magasin. Donc, toi, tu es arrivé avec une ordonnance. Oui, alors, oui, non seulement je suis avec une ordonnance, mais c'est dommage que je n'ai pas filmé plus tôt dans la rue. Je ne m'attendais pas à rencontrer la police. Mais au coin de la rue, sur la place Félix Éboué, là, à Daumesnil, à Paris, il y a, vous savez, il y a des Pakistanais qui vendent des avocats, des fruits, des légumes, et c'est interdit, c'est illégal. Donc, souvent, ils ont la police qui leur tombe dessus. Et donc, ils étaient là, et comme ils étaient les trois en train de le contrôler, ils me voient arriver sans masque, il y a un policier, donc c'est police municipale. Hein. Il y en a un qui me dit, bonjour monsieur, vous n'avez pas de masque, il me fait, vous avez une dérogation. Je lui montre ça. Et le gars me dit, d'accord, est-ce que vous avez une pièce d'identité pour que je vérifie que c'est le même nom? Je lui montre la pièce d'identité, il me dit, bah, très bien, merci. Et pas un commentaire. C'est même moi qui lui ai parlé. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, je voulais quand même en profiter pour vous dire, mais est-ce que vous, la police, vous ne pourriez pas quand même essayer de faire quelque chose à votre niveau pour essayer quand même de ne pas trop appliquer ces directives qui viennent vraiment d'une dictature, quoi, etc. Et donc, il m'a expliqué une chose, il m'a dit, en fait, nous, individuellement, on ne peut pas trop, mais par contre, au niveau syndical, par contre, il peut y avoir des choses qui peuvent se faire. Voilà, donc on a discuté peu de temps, ça a été très cordial. Je l'ai salué, je suis allé au supermarché, et là, au supermarché, il y avait cette dame ou cette demoiselle, je ne sais pas, qui a voulu être plus royaliste que le roi. Et puis surtout, il y avait son directeur qui semble être quand même un beau lâche, et je le dis, et ça… il n'est pas sorti, on ne l'a pas vu. Hein. Oui, il n'a pas vu. Alors que bon, s'il était venu, moi, je n'allais pas me battre avec lui, hein, je n'étais pas là pour ça. Mais je me suis énervé de voir comment cette femme est devenue de manière véhémente contre moi pour me dire « Ah oui, là, vous êtes venu, mais attention, vous ne rentrerez plus dans le magasin. » Elle a mis un orgueil personnel là-dedans. Alors que moi, je lui ai dit, vous savez, madame, je lui ai dit, la première fois, je lui ai dit, vous savez, madame, vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'énergie à appliquer les règles de la dictature quand même. Vous pouvez essayer aussi de vous libérer. Et non, elle était complètement… alors, je ne sais pas. Pardon? Elle était très agressive. Agressive, et je pense qu'elle avait besoin de plaire à ses maîtres. Elle fait partie de ces gens qui sont esclaves et dont on n'a pas besoin de mettre des chaînes puisqu'elle les porte elle-même dans sa tête. Oui. Voilà. Complètement, oui. Alors, je me suis emporté. Bon, voilà. Bon, tout à l'heure, j'en ai parlé dans une vidéo parce qu'il y a des gens qui me reprochent ce côté un peu trop véhément. Mais je leur dis… j'ai autant à dire sur ceux qui supportent ce qu'on vit là sans moufter. Moi, ça m'inquiète autant que ceux qui sont inquiétés par mes cris. Oui. Et mais est-ce qu'il y avait des gens dans ce magasin-là qui étaient quand même de ton côté? Est-ce que tu as senti que les gens aient écouté ou ils t'ont pris pour un cinglé? Qu'est-ce qui bon, déjà, le vigile noir qui est venu me voir. Alors, ce type-là, il était absolument formidable, gentil, compréhensif. Quand je lui ai dit, oui, vous aussi, vous en avez marre de tout ça, il m'a fait comprendre que lui aussi, il en avait marre. Et même à la fin, quand c'était tendu avec la femme, il a été, et je tiens à le saluer, hein, parce que cet homme a fait preuve, lui, par contre, il n'a pas été comme moi, il a fait preuve d'une grande maîtrise de lui, il était pour moi très professionnel, il n'a pas débordé, il a compris qu'il n'était pas policier, il doit savoir qu'il est payé un salaire de misère pour faire ce boulot-là et qu'il a compris que ça ne sert à rien de faire du zèle. Hein, voilà. Donc lui, il n'était pas un esclave. Ça montre bien que l'esclavage n'est pas réservé aux Noirs, n'est-ce pas?
Voilà, il était noir, il était un homme libre, j'ai trouvé, voilà. Donc je le salue au passage, si des fois un jour il me voit. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Pardon, je ne sais même plus à ce que je te répondais exactement, Samia. Je te disais, je te demandais s'il y a eu des réactions des gens qui étaient Voilà, cette alors, qu'elle a donc, fait. il y avait donc ce vigile qui s'est très bien comporté et il y avait un employé du magasin avec qui j'avais parlé la dernière fois que j'étais allé faire mes courses, qui lui aussi mettait son masque en dessous du nez pour pouvoir respirer un peu, puis j'avais sympathisé avec lui. Et puis c'est lui qui est venu me voir au début, mais pas agressivement du tout. Il dit, monsieur, vous n'avez pas de masque et tout. Et puis je lui montre le papier, il me dit, ah bah, c'est bien, vous avez de la chance et tout. Ben, je dis, vous savez, monsieur, vous pouvez le télécharger sur Internet. Je lui ai donné le nom parce que je ne sais pas. Bon, moi, en tout cas, je vais te l'envoyer d'ailleurs, Samia, si je sais pas, je sais pas si je l'ai fait ou pas, mais je vais te l'envoyer. Eve Engerer, ce médecin formidable, a mis à disposition de tout le monde. Je peux vous dire une chose, si les 3/4 des médecins en France n'ont plus de couilles, et s'ils en ont déjà eu, il y en a une qu'en a pour tous les autres. Hein. Oui. C'est incroyable, cette femme, mais vraiment, pour moi, là, ce qu'elle fait, j'ai envie de dire, excusez-moi, même si c'est dithyrambique, mais c'est une sainte femme, quoi. Parce que là, faire un document comme ça, que tout le monde peut s'envoyer, et puis mettre son nom dessus, vous savez qu'ils vont lui tomber dessus à bras raccourcis, hein. Ils lui sont déjà tombés dessus, il me semble. Oui, mais à mon avis, ça va pas être fini. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'elle t'en a parlé de comment elle s'en est sortie avec cette convocation à l'ordre des médecins ou D'ailleurs, elle était convoquée, mais je ne sais pas si. On n'en a pas parlé dans le direct, d'ailleurs, de l'issue. Mais à mon avis, je pense que c'est en suspens. C'est peut-être pour ça qu'elle n'en a pas parlé. D'accord. J'ai lu sur Internet. Alors là, je dis avec réserve. Hein, j'ai lu qu'elle avait été donc suspendue pour une durée de 5 mois. Mais sinon, après, je ne peux pas dire plus parce que c'est vrai que malheureusement, j'aurais dû d'ailleurs. C'est bien que tu me le dises. Tu vois, si tu avais été là, Samia. Hein? Ben oui, mais je vous ai écouté. J'étais subjuguée par cette femme, cette énergie lumineuse qu'elle avait. L'autre qui était Stéphanie, qui était là, était super aussi. Hein. Et on l'a moins entendu. Donc, comme je t'en avais parlé. Oui, elle a moins passé. C'est dommage parce que bon, on a fait le live 2 fois et le premier live était quand même, je trouve, exceptionnel. Et après, c'était un peu difficile pour tout le monde de répéter. Moi, ça se mélangeait un peu dans ma tête après. Mais bon. Alors, il y a des gens qui arrivent, Martial, excuse-moi, je t'interromps. Il y a des gens qui arrivent là. Donc, voilà, ce soir, normalement, c'était prévu une soirée voyance. Et puis, alors Martial, il va vous expliquer pourquoi il a été comme ça dans la rue avec son micro. Moi, je l'ai découvert comme ça. Il est apparu sur mon écran. Je sais pas pourquoi. Parfois, Dieu est grand, tu sais. Et j'ai vu je t'ai vu avec ton micro, je t'ai vu avec ton truc là, ton enceinte, et j'ai vu un mec interpeller les gens, et ça m'a, je sais pas comment dire, je suis restée scotchée en fait. J'ai putain, un mec qui a des couilles, quoi. Excusez-moi de parler comme ça. Et un mec qui est debout. Il est debout, il s'est levé, il a interpellé les gens et ça m'a ému. Je me dis, c'est le porte-voix de nous tous qui sommes réveillés. Et bon, ça n'a pas donné, si tu veux, suite. J'ai pas vu encore. Moi, comme j'avais dit, je me balade avec mon masque muselière. Dans la rue, je le mets plus. Hein. J'ai décidé depuis le lundi, je mets plus de masque. Hein. Mais bon, je prends le bus. À l'école, je mets un masque, mais je mets pas muselière. Pourquoi? Pour les gamins. À l'école, je comprends bien que tu peux pas afficher ça. Faut bien. Alors, dans les transports, je mets mon masque et je mets une muselière. Et je vois les gens me regardent, sont un peu bon, parfois ils font des sourires, on voit bien que leurs yeux se plissent, tout ça, parce qu'on voit plus leur bouche malheureusement. Les gens nous disent, alors parfois avec Laurent, quand on est tous les deux dans la rue, bon ben, ils nous disent ah c'est bien ce que vous faites. Et moi dans ma tête je me dis mais c'est quand que tu vas le faire toi? C'est quand que tu vas mettre muselière, que tu es muselé ou dictature, vous mettez ce que vous voulez, mais c'est quand? Et tout à l'heure, tu as dit après ta dernière vidéo là, celle du magasin, tu as dit c'est bien de faire ce que je fais, mais vous faites quoi? Ouais, nous, il est temps, Bazar. Il
il est vraiment temps de. Donc Martial, je voulais parce que là les gens arrivent et je voulais que tu nous dises pourquoi t'es parti, t'es sorti avec ton micro, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu l'as répété à plusieurs reprises dans Ah non, mais il n'y a plusieurs. pas de problème, c'est normal. Les gens qui ne connaissent pas en fait. Oui, oui, oui. Non, mais bah, écoute, je vais le redire. Non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, comme je suis aussi chanteur, Oui. les chanteurs, on répète les mêmes chansons, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est pareil. Non, c'est avec plaisir. En fait, ce que j'aime bien dire, parce qu'il y a des gens c'est vrai qu'il y a des compliments dithyrambiques qui arrivent en dessous des vidéos, mais j'aime bien dire que je suis pas un héros, premièrement, et j'aime bien un peu casser l'image de héros que je peux avoir comme colle, comme ça, parce que au départ, j'ai eu un profond mépris pour le peuple. C'est-à-dire que une fois sorti du confinement, lorsque je voyais dans la rue autour de moi, alors que les masques n'étaient pas obligatoires dans la rue, je voyais des tas et des tas de gens masqués, mais j'en tombais malade. Mais quand je dis malade, mais physiquement, ça m'atteignait physiquement et dans mon âme. Et là, je me suis dit, ils vont tous crever. On va arriver avec la terreur à leur faire accepter la piqûre, le vaccin, les vaccins, parce que c'est pas un qui est prévu, mais des vaccins, une puce d'identification qui sera peut-être pas sous la peau tout de suite, mais ça sera peut-être dans le téléphone dans un premier temps, etc., etc. Il y a déjà des pays qui ont commencé à mettre ces fameuses puces d'identification, ces carnets de vaccination électronique sous la peau. Ça existe déjà. On n'est pas dans la science-fiction, on n'est pas dans un délire. Et je me suis dit, ils vont crever. Et moi, j'ai passé quand même, excusez-moi, mais je vais reparler un peu de ma vie. Je suis allé au Japon pour tenter de voir ma fille, que mon ex-femme ne me laisse plus voir, même en webcam, même de quelconque manière, depuis 1 an et demi. Je suis allé au mois de janvier au Japon pour tenter de me réinstaller là-bas. J'avais tout vendu, ce que j'avais ici, j'ai vendu ma voiture et tout. Et puis, j'ai fait une erreur. Je suis rentré dans l'école de ma fille et j'ai ouvert 2 portes de classe contre l'avis du directeur. C'est un crime au Japon et j'ai passé 42 jours en prison. Les prisons japonaises, c'est des saloperies chimiques dans la bouffe qui font qu'on salive 24 heures sur 24. La lumière n'est pas éteinte la nuit, elle est juste atténuée. Mais si on avait un journal, on pourrait le lire sans aucun problème et on n'arrive pas à dormir. On a interdiction de couvrir notre visage pour pouvoir dormir. Ils disent Okao mieru yoni, c'est-à-dire fais en sorte qu'on voit ton visage, etc. C'est une torture mentale. Personne ne vous touche physiquement, mais c'est une torture mentale horrible. Et donc, j'ai passé 42 jours là-bas. Je rentre le 29 février en France. Après, on arrive donc Covid-19, début mars, c'était combien? Le 8, je ne sais plus exactement la date, confinement. Le 16 mars. 16 mars, d'accord. Donc, le 16 mars, on arrive confinement. Et là, moi, je pète un boulon. Je fais des vidéos sur Facebook en direct dans lesquelles j'appelle à l'insurrection. J'appelle les gens à une insurrection pacifique. Je leur dis, au lieu de taper des mains à la fenêtre à 20 heures, comme on vous l'a dit, au lieu d'être gentils, comme des enfants qui vont dans la cour de récréation se défouler, faire ah, eh bien, vous prenez vos casseroles, vous allez dans la rue et vous tapez et vous dites non, c'est fini cette dictature sanitaire, etc. Et là, 60 jours d'interdiction de live sur Facebook. Ensuite, j'ai eu des interdictions de publier tout court pendant quelques temps. Donc, ensuite, quand j'ai eu de nouveau la récupération de mon compte Facebook, je publiais des vidéos de YouTube et puis j'ai refait des directs sur Facebook. Hop, ils m'ont remis 30 jours. Là, je crois que c'est d'ici 2 ou 3 jours que je vais de nouveau récupérer mon Facebook. Et ils ont bloqué il n'y a pas longtemps aussi mon compte YouTube. C'est pour ça que j'en ai créé un de secours. Alors, pardonne-moi, mais je me permets de dire… Vas-y, je t'en prie, vas-y. Ouais. Voilà. Ça s'appelle Honto no Koto Dake. Ça, c'est un compte YouTube de secours. Pour le moment, ils vont me recensurer sur mon compte. Honto no Koto Dake, ça veut dire, voilà, nous le traduire. Ça veut dire seulement des choses vraies en japonais. Honto, ça veut dire la vérité, vraiment. No Koto, des choses. Dake, seulement. Voilà. Donc, seulement des choses vraies. Donc, vous voyez, après tout ça, quand je suis sorti, donc après le confinement dans la rue et j'ai lu ces masques, je me suis dit, j'étais épuisé.
j'étais épuisé. Je me dis, mais ces gens-là sont tellement nombreux qu'on ne pourra pas les éveiller. Alors, j'ai complètement arrêté de faire des vidéos. J'ai même supprimé des vidéos sur mon compte YouTube. Je me suis dit, je fais de la musique, je rejoue dans les bars comme je faisais avant, etc. J'apprends de nouvelles chansons. J'ai envie de bosser des morceaux de jazz, des musiques nouvelles. Je me fais plaisir. Pourquoi lutter pour des gens qui refusent de se servir de leur cerveau, qui ne, quand on leur dit ce qu'on leur dit, ils nous disent que nous sommes des malades mentaux, ils nous crachent au visage, ils sont prêts à nous faire interner dans des hôpitaux psychiatriques et peut-être que plus tard, ils seront prêts à nous condamner à mort. Et je dis ça sans blaguer. Et je me suis dit, mais qu'ils meurent. Mais qu'ils meurent, tant pis. Moi, j'irai, je sais pas, dans une forêt, tout ça. J'ai toujours l'idée que si vraiment ça se passe mal, j'irai je ne sais pas où. Mais quand on m'a interdit, enfin, quand on m'a obligé d'entrer dans les magasins avec un masque, là, j'ai encore pété un boulon et j'ai dit non, j'en peux plus. J'en peux plus. Et comme je ne pouvais plus aller gueuler sur Facebook, que j'avais très peu, j'avais 700 abonnés seulement sur mon compte. J'avais 731 abonnés sur ma page, mon compte YouTube. Et là, j'ai appelé Boris Boiteux qui est un artiste imitateur, qui imite beaucoup de gens qui sont connus dans la dissidence. Donc, pour le commun des mortels, ils vont pas forcément comprendre parce qu'il faut être un peu rentré là-dedans. Il imite Salim Laïbi, il imite Tepa de Meta TV, il imite Soral, il imite Dieudonné, il imite comme ça pas mal de gens, il se grime, il se déguise, etc. Et Boris, qui est un garçon qui croit en Dieu et qui est très courageux, je l'ai appelé, il était dans un magasin, il m'a dit oui, bah, écoute, je suis dans un magasin en train d'acheter un truc dans Paris. Et il me dit écoute, je rentre chez moi, je me prépare. 2 heures après, il était là, il me filmait. Voilà. Et je salue encore une fois son courage et son amitié. Et à ce moment-là, bah, en fait, ça me sortait des tripes et j'ai pas eu de courage. Je le répète, j'ai eu aucun courage. Ce qui était dur pour moi, c'était de fermer ma gueule, de rester chez moi. C'était ça qui était horriblement dur. Mais non, j'ai pas eu besoin de courage. Et bon, je sais pas, des fois je dis je suis peut-être un peu éliminé. Moi, je me sens guidé par quelque chose de plus fort que moi, de plus haut que moi. Et comme je dis, j'ai fait un pastiche. Tu sais, je prends une chanson et puis chanson connue, puis je change les paroles. Et je dis, je peux? Ah bah vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. J'ai dit des petites choses comme ça. Alors, par exemple, je faisais. Je mettrai pas de masque, je préfère encore mieux crever. Je ne porterai pas de masque, oui, je préfère encore mieux crever. Sur BFM TV, les bons apôtres vous disent de le porter. Oui, mais pour eux, c'est pas la peine. Faut croire que le virus entre pas sur les plateaux. Sur les plateaux des menteurs. Sur les plateaux des menteurs. Je porterai pas le masque. Oh ça non, je préfère mieux crever. Oh oh oh. Je porterai pas le masque. Oh ça non, je préfère mieux crever. Les gens ne croient plus en Dieu, mais se prosternent devant la télé. Oh, les gens ne croient plus en Dieu, mais jamais mettent en doute la télé. La papa la pa. Voilà. Bravo. Et c'est toi qui l'as écrit? Non, mais c'est pas écrit, c'est d'improvisation. Voilà, ça c'est I Shot the Sheriff de Bob Marley. Ouais. Et puis, hier, j'étais au bois de Vincennes sur un banc. Et puis, je répétais ce morceau. Je le travaille en ce moment. J'ai envie de faire des nouveaux morceaux. Et puis, ça m'est venu comme ça de voir tous ces gens qui passent devant moi avec des masques. Et puis, j'ai harangué les gens comme ça avec ça. Et, bon, voilà, il y a une trame, quoi, un peu. Voilà, et je peux dire un peu n'importe quoi. C'est une habitude que j'avais quand je jouais dans la rue, quand j'étais jeune déjà.
pendant une chanson, des fois, d'un seul coup, je me mettais à rajouter des choses. Et puis, du coup, j'utilise cette capacité que j'ai de broder sur une suite d'accords. Et puis voilà, quoi. D'accord. Voilà. Il y a aussi une chose que je voulais te dire. On a parlé aussi cette semaine. Tu m'as dit que tu as été aussi dans le métro. Ouais. Ouais, c'est-à-dire, du coup, je t'ai raconté que j'ai parlé aux gens et que Ouais. j'allais à Charenton. Voilà, j'ai fait Daumesnil-Charenton. Et dans le métro, j'ai parlé aux gens. Ils n'étaient pas énormément nombreux, mais ils étaient tous masqués, tout cela. Et puis, je les regardais, je leur ai parlé. J'ai léché la barre. Alors là, tout le monde va dire qu'il est fou, hein, mais j'en peux plus. J'ai léché la barre qu'on tient, là, je leur ai dit, regardez. Je croyais que je vais mourir, je lèche la barre. Après, je me suis mis à genoux, j'ai léché par terre. Je leur ai dit, même lécher par terre, ça ne me fait pas peur, parce que vos histoires de microbes, ça ne tient pas la route, vos histoires de virus, de machin. J'ai un système immunitaire. Et tu vois, je suis encore vivant, hein, j'ai encore pas chopé une maladie terrible. Voilà. Ouais. Et j'en suis arrivé à faire ça. Et les gens, je les regardais, et je leur ai dit un sacré paquet de trucs. Mais vraiment, il y a des fois, je leur ai dit, écoutez, des fois, j'ai besoin de me pincer pour voir si je ne suis pas dans un cauchemar, parce que vous êtes là à m'écouter. Je leur ai expliqué, je leur ai dit, vous savez, je suis bloqué sur Facebook, on me censure j'étais en pleine censure sur YouTube, et je leur dis, voilà, donc je suis comme un fou qui vous parle dans la rue, et c'est même pas pour vous demander de l'argent. Ouais. Et ils étaient impassibles. Ils me regardaient comme ça. Même pas effrayés. Rien. R-A-S, H-S, zombie. Le cerveau éteint, quoi. Je ne voyais même pas que je les dérange. Même ça, c'était pas là. Et quand on voit ça, mais c'est affreux. On se dit que les pires cauchemars qu'on a pu voir dans des films de science-fiction, c'est encore rien à côté de ce qu'on vit. Oui. C'est dramatique, en fait, ce qui se passe. C'est vraiment dramatique, quoi. C'est effrayant. Et pour en revenir à ce que tu disais, que tu avais léché la barre et tout, tu sais qu'il y a des saintes, leur sainte Thérèse d'Avila, beaucoup de saintes, lécher les pieds des malades. Ah ouais. Au nom du Christ. Tu vois, quand tu m'as raconté ça, je te l'ai pas dit, mais merci ma Fatima. Tu me l'as pas dit, enfin, je n'en ai pas parlé, mais j'ai pensé tout de suite, ça a été, j'ai fait le lien en fait. Tu sais, bon, tellement. Attention, je suis pas à ça, moi. Je dis pas ça. Je dis. Non, mais bon, parce que la comparaison. Non, mais là c'est parce elles étaient dévouées au Christ, si tu veux, tu vois. Voilà. Elles sont arrivées à un point où elles avaient même plus peur de rien, en fait. Leur foi les a portées, les a fait faire des choses extraordinaires. Et il faut le faire pour arriver à ça. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller lécher tout le monde flippe, ils sont tous là à se nettoyer. Bon, t'as fait quelque chose d'assez violent, on va dire. Et même ça les a pas fait réagir. Je dirais que c'est effrayant. L'humanité, elle est plus connectée à sa propre humanité, quoi. Alors Samia, une fois qu'on a fait ce constat horrible, ce qu'il y a de bien, c'est de revenir sur là où il y a un espoir. Tu sais, avec d'autres amis éveillés et dissidents, j'ai souvent discuté de ça et je disais, mais on n'arrêtait pas de tourner en boucle là-dessus, puis de se dire, mais on voit les gens qui sont sous hypnose, qui sont en état de ce qu'on appelle la PNL, hypnose PNL, programmation neurolinguistique, etc., mais MK Ultra, etc. Les médias, c'est tellement énorme, la puissance des médias. Et moi, j'en suis venu à une conclusion, et j'arrête pas de le dire, que ces gens-là obéissent à des stimuli, ils obéissent à une autorité. Et cette autorité, eh ben, c'est magique. Cette autorité-là, si elle leur parle, ça atteint leur cerveau. Et là, ça se remet en route. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en Allemagne avec ces médecins qui sont sortis nombreux. Ils ont fait qu'il y a eu 4 millions de personnes à Berlin. Et donc, en France, il va falloir, d'ailleurs là, j'ai mon ancien médecin qui était à Charenton, que je suis allé voir plusieurs fois, je téléphonais, elle répondait pas. Elle est en retraite. J'ai téléphoné aujourd'hui, j'ai eu le message, elle est en retraite. Alors, elle m'a donné un email. Je lui ai envoyé un mail, j'ai envoyé une vidéo. Et voilà. Et cette femme, je veux l'exhorter à
surtout qu'elle est en retraite, elle ne risque plus rien. Je veux l'exhorter à sortir du bois parce que c'est elle qui m'avait mis en garde contre le vaccin contre l'hépatite B. Tu t'es fait vacciner. Pardon? Tu as été vacciné contre ce vaccin. Oui, mais elle me l'avait déconseillé. Ah. Sauf que à l'époque, et moi je ne le comprends qu'aujourd'hui avec le retard, elle avait tenté de m'en dissuader, mais elle n'a pas pu me dire la vérité sur les vaccins. Elle me l'a dit avec des euphémismes. Elle m'a dit, vous savez, il y a pas mal d'effets secondaires. Elle n'a pas voulu dire la vérité cache sur les vaccins parce que elle avait peur de perdre son agrément de médecin. C'est tout simple. Mais ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de médecins qui vaccinent en connaissance de cause des bébés, des adultes, en connaissance de cause, ou alors ils savent pas de ce qu'ils mettent comme. Il y en a encore beaucoup qui sont ignorants et qui croient que ces histoires sont des complots, parce que de toute façon, il faut dire une chose, hein, même si j'ai pas une grande estime en ce moment pour cette corporation, ils sont quand même très ignorants. À la fac de médecine, le temps qui passe sur la vaccination, il paraît que c'est quelques heures, il paraît que c'est rien du tout. Il n'y a rien. On les maintient dans l'ignorance totale et on ne leur montre que les effets positifs de la vaccination, les effets supposément positifs. Et du coup, en fait, ceux qui sont éveillés, ils ont tellement peur et du coup, ils ne vont pas prévenir les gens en leur disant toute la vérité parce qu'ils ont peur qu'on aille les dénoncer, quoi. Ouais, mais ça veut dire quoi? Dire qu'on connaît, c'est plus le serment d'Hippocrate, là. On n'est plus dans ça. C'est ce que j'ai dit. Oui. Mais il y a quand même une. Comment dire bah, écoutez, les médecins, ils ont fait 7 ans d'études, je crois que c'est 7 ans. Ils ont souvent des crédits sur le dos parce que pendant le temps de leurs études, il a fallu, voilà, et ils commencent avec leur cabinet. Pas forcément dans leur propre cabinet d'ailleurs, etc. Ils ont des tas de trucs à rembourser. Après, c'est des gens. Engerer, elle en parlait l'autre soir dans notre direct. C'est très juste. C'est des gens qui travaillent aussi des heures et des heures. Voilà. Mais moi, je pense que je vais d'ailleurs faire un petit clin d'œil si des fois il pouvait tomber sur cette vidéo. Quand j'étais à Vesoul, hein, quand je suis revenu en France, j'étais à Vesoul. Il y a un copain d'enfance qui s'appelle Maher Boudriga, qui est devenu médecin. Voilà, il est d'origine tunisienne, enfin son père et ses parents sont tunisiens, et je crois qu'ils sont 2 dans la famille, est devenu médecin. C'est un type, je suis arrivé, je revenais du Japon, j'étais dans la galère, j'avais plus un sou, j'avais pas encore ma carte vitale qui était remise, etc. La première fois que je suis allé dans son cabinet, il m'a pas fait payer. Lui, les serments d'Hippocrate, il sait vraiment ce que c'est. Et puis, il y a une autre chose aussi, je pense qu'il applique sa religion, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la tzedaka, je crois, c'est l'aumône, c'est la. Voilà. Et donc, s'il venait à m'entendre, je le salue parce que voilà. Mais je pense que lui aussi est tenu dans une certaine ignorance. Moi, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait sorti de cette médecine allopathique, symptomatique. Mais voilà, il a des qualités humaines que je respecte. Et ce type-là, voilà, j'ai un grand respect pour lui. Alors, j'en profite pour lui lancer un clin d'œil dans ton live. Et donc, les médecins, c'est des gens quand même, ils se disent pas, je vais faire médecin pour faire crever des gens. Ils se disent pas ça. Ils se disent pas ça. Ils sont comme nous à la base. Ils comprennent pas que c'est un paradigme qui est complètement perverti, qu'on ne traite que des symptômes et qu'on ne s'attaque jamais à la cause profonde. C'est-à-dire que cette médecine maintient les gens dans un état de dépendance à des molécules chimiques et de préférence tout au long de la vie. Le diabète se soigne. J'affirme qu'il y a des gens qui se sont soignés du diabète, mais on ne veut surtout pas que ça se répande, cette idée, parce que moi, j'ai un cousin qui est diabétique, qui prend de l'insuline. Imaginez qu'on arrive à le guérir. C'est fini, plus d'insuline. Les laboratoires pharmaceutiques, ils coulent tous, quoi. Hein. Voilà. Ça, pour la maladie, hein. Un patient guéri est un client perdu. Il ne faut jamais oublier ça. On n'est plus des patients, on est des clients hein, aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Et donc là, on parlait de vaccination. Il y a quelqu'un qui en parlait très très bien, que j'appréciais, que j'ai rencontré, quelqu'un d'extraordinaire, qui était Claire Sévrac.
Ah oui. Paix à son Hein, âme. d'une gentillesse, d'une douceur, d'une humanité, d'une bienveillance. On a discuté un peu toutes les deux et parce que justement le médecin qui avait suivi ma fille tout au long de son enfance m'avait conseillé de la vacciner contre le papillomavirus. Coronavirus. Ouais. Et voilà, et elle avait 12 ans, je dis à 12 ans, et je lui avais dit que non. Je lui ai demandé si elle faisait vacciner sa fille. Elle ne m'a pas répondu. Hein. Et donc j'avais refusé le vaccin et j'étais tombée comme ça, mais c'est marrant. Dieu m'envoie toujours des belles personnes, de belles âmes. Et j'étais tombée sur elle et elle sortait d'une conférence et elle était à côté de chez moi. Moi, je suis allée m'acheter mon tabac et je l'ai rencontrée là en fait. Et on a discuté, je l'ai reconnue, je lui ai demandé si on pouvait parler un peu et je lui ai parlé de ce fameux vaccin et elle m'a dit surtout faites pas ça. Elle m'a dit il y a des conséquences très graves sur les jeunes filles. Donc, bon, elle n'a jamais été vaccinée et c'est grâce à Claire, quoi, en fait. Voilà. Formidable. Paix à son âme. Et elle, c'est vraiment une martyre parce qu'elle était assassinée, moi, j'en ai aucun doute. Hein. Apparemment, elle aurait été assassinée au polonium. Oui, c'est pas étonnant. Elle était très bien. Enfin, moi, je la suivais, hein, je suivais ses vidéos. Sa dernière vidéo, je l'ai vue, elle était dans son jardin avec une journaliste. Elle nous montrait son potager. Ça a été foudroyant, elle est morte comme ça. Puis il y a des gens de son entourage aussi qui disent qu'ils pensent qu'à un tel endroit, on a dû lui mettre quelque chose. Ouais. Elle mangeait beaucoup, cette femme. Je voulais me permettre, puisque tu as parlé du vaccin contre le papillomavirus, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je dézingue le professeur Raoult. Alors, je sais que il y a beaucoup de gens qui ont les poils qui dressent. En fait, depuis le début de cette crise, j'ai eu pendant une semaine, je me suis dit, waouh, un Français qui a des couilles, etc. J'étais formidable. Et puis, il y a eu un petit truc qui tiquait. Il y a une bague. Alors, il paraît qu'il n'avait plus. Il avait une bague avec une tête de mort. Oui, je me souviens de ça. Certaines personnes disent qu'il ferait partie d'une franc-maçonnerie qui s'appelle la Skull and Bones. Et du coup, en fait, bon, peu importe d'ailleurs qu'il soit dans cette franc-maçonnerie ou pas, puisque c'est pas ça l'intérêt, mais du coup, ça a éveillé ma curiosité. J'ai fait des recherches sur Raoult. Et vous pouvez, les gens qui peuvent aller sur mon compte YouTube, vous pourrez voir les vidéos que j'ai fait sur lui. J'ai inclus des vidéos où Raoult parle pour montrer mes sources. Hein, voilà. Donc, le professeur Raoult, en 2009, est venu faire le pompier sur un journal télévisé pour inviter les gens à se faire vacciner à l'époque où Roselyne Bachelot avait acheté 80 millions de doses de vaccins. À China. Voilà. Et il est arrivé sur le plateau, il fait oui, écoutez, je ne comprends pas pourquoi les gens ont réagi comme ça. C'est un vaccin qui n'est pas vivant, c'est une technique qu'on connaît, on a les doses vaccinales, il n'y a aucun problème. Mais on n'aurait pas dû passer comme ça par un circuit externe, on aurait dû passer par les médecins traitants. Et en fait, ça a créé un climat de défiance de la part des gens, ça a inquiété les gens. Et voilà, il dit qu'il ne fait pas de politique, mais c'est un type qui est le roi de la langue de bois, en réalité, qui est très très fort. Et la chose que je veux rajouter à ça, c'est que dernièrement, la dernière vidéo que j'ai vue de lui, qui m'a encore vraiment renforcé dans ma croyance que ce type fait partie de l'opposition contrôlée. Contre les lanceurs d'alerte, c'est ça? C'est que ce type-là a déclaré, et la vidéo est encore en ligne, il a dit il nous faut un arsenal juridique qui nous permette légalement de censurer les gens qui vont clamer que le vaccin HPV, donc contre le papillomavirus, provoque des séquelles, des mutilations. Or, moi, je me suis renseigné, il y a des tas de pays, dont le Japon, j'ai publié aussi donc, ces articles. Le Japon, aujourd'hui, a eu des procès, et le Japon ne recommande plus le vaccin contre le papillomavirus. Et au Japon, la vaccination n'est pas obligatoire, il faut le savoir. Mais les gens sont tellement soumis à leur médecin que là-bas, il y a une couverture vaccinale de 99%. Les gens ont sur l'épaule, comme ça, là, ça fait ta. Ils leur envoient je sais pas comment ils font ça, mais c'est un truc qui fait ça fait une espèce des trous comme ça, de manière très. J'ai perdu le. Très carré, très. Oui, voilà, ça fait très machine. Et donc, les gens, quand ils grandissent, ils ont des cicatrices là de ça qu'on voit, ils s'en prennent un sacré paquet. Et donc,
il y a eu donc un scandale et donc le Japon ne recommande plus ce vaccin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon avis, s'ils ne le recommandent plus, les médecins ne vont pas le prescrire. Après, je ne sais pas, je n'ai pas tous les éléments. Mais et je voudrais ajouter une chose, c'est que lors du tremblement de terre de Kobe, dans un pays où il y a une couverture vaccinale de 99%, et ben après le tremblement de terre de Kobe sont réapparues les maladies infectieuses contre lesquelles les gens étaient censés être protégés par les vaccins. Donc ça nous montre que les vaccins, en fait, et ça c'est démontré par beaucoup de gens, les vaccins ne sont pas du tout efficaces. Ce qui a fait reculer toutes ces maladies-là sont les conditions d'hygiène et l'accès à une nourriture variée et voilà, c'est toutes ces choses-là qui ont permis de faire reculer ces maladies-là. Et le tétanos, par exemple, ma mère, le tétanos, ça tétanise. Le tétanos tétanise les gens quand ils en parlent. En réalité, le tétanos, c'était pas tant de cas que ça, et c'était des gens avec un système immunitaire affaibli, des personnes très âgées, etc. Mais voilà, ça fait partie des épouvantails, et ça ne fonctionne que comme ça. Cette médecine ne fonctionne que par la peur. Voilà. Moi, j'ai un copain, j'ai essayé de retrouver sa trace d'ailleurs. Il s'appelait Jean-Claude Jacob, qui chantait. On l'appelait Jesse Jacob. À l'époque, j'avais pas cette défiance pour les vaccins. C'était il y a peut-être 20 ans. Je me rappelle qu'il marchait avec une canne parce qu'on lui avait fait un vaccin contre la polio. Et il était moitié paralysé à cause d'un vaccin. Et puis, à l'époque, je pensais que c'était une fois de temps en temps. Bon, Bill Gates en Inde, là, c'est 450 000 paralysés suite à une de masse. De femmes stérilisées, de gens paralysés, en Afrique qui meurent. Là, il y a un groupe de son laboratoire qui sont venus vacciner des Africains. Les Africains les ont chassés à coups de machette. Hein. Ah ouais. J'ai vu super. une vidéo là-dessus, ouais, j'ai vu une vidéo. Ouais. Et je voulais rebondir, rien à voir avec la vaccination. Je crois qu'on a bien compris. En tout cas, moi, c'est clair, ça sera à niette. Hein. Voilà, non, je me permets une chose. Dis-moi. Je voudrais que les gens ne me croient pas sur parole. Je voudrais que les gens sur Internet. Alors, il y a une vidéo que je leur recommande. Oui. C'est Thierry Casasnovas. Il en a fait plusieurs, je crois. Très bien. Il ne dit pas à un seul moment ne vous vaccinez pas. Il fournit des éléments qui proviennent que de sources officielles. Oui. Avec ce qu'il y a dans les vaccins, comment est-ce que c'est évalué, d'ailleurs comment c'est non évalué en réalité, etc. Oui. Et avec ça, donc, allez voir et posez-vous la question si vous voulez mettre ça dans le corps de vos enfants ou pas. Ne me croyez pas sur parole, n'écoutez pas le messager, suivez vous-même, allez trouver la source, utilisez votre cerveau, vous êtes intelligent et donc n'écoutez pas les gens. On vous donne là des indices et allez vous-même regarder. Voilà. Et là, je regarde. Bon, moi, j'ai pas de télé, hein, donc je regarde la télé chez la mamie parce ça tourne en boucle. Hein, et j'ai vu les infos ce soir et ils disaient qu'en Angleterre, ils avaient sorti un vaccin. Et à mon avis, il y a eu des sacrés dégâts parce qu'ils l'ont arrêté tout de suite. Hein. Et je regardais. Il y a eu, tu sais, des gens comment on a des cobayes, hein, des volontaires. Donc à mon avis, il y a eu des ils ont pas parlé, ils ont dit qu'il y a eu, ils ont dû l'arrêter tout de suite parce qu'il y a eu des effets secondaires. Ils n'ont pas dit quel effet, mais je pense que ça a été très long. Ils ont arrêté cette vaccination et là j'écoutais les infos, la journaliste disait qu'en France, ils conseillaient dès que le vaccin allait sortir, les journalistes, voilà, disaient qu'il fallait. Les journalistes, c'est ça que tu as envie de dire. Oui, c'est ça. Disait qu'il conseillait en fait aux Français de se faire vacciner. Donc quand tu sais que des milliers de personnes écoutent, ils pensent, parce que Coluche disait, c'est pas parce que les infos l'ont dit que c'est vrai. Hein. Donc aujourd'hui, ils pensent que c'est vrai, les conneries qu'on leur raconte, ils pensent que c'est vraiment vrai, quoi. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est vraiment ça qui m'inquiète. Mais à mon avis, les journalistes, ils doivent faire exactement comme avec les masques. Hein, ils nous disent de le porter, mais il n'y en a pas un qui le porte sur leur plateau. Et ben le vaccin, ça doit être pareil. C'est pour les autres. C'est ce que je disais. Je dis, c'est marrant, ils sont tous les uns à côté comme des brochettes, les uns à côté des autres. Il n'y en a pas un qui a le masque. Oui, mais il y a, à mon avis, je vais te dire une chose. Je pense que
Le plateau de télé, c'est tellement un lieu maléfique, c'est tellement un lieu où il y a une pourriture ambiante que je pense que même le Covid, il ne peut pas entrer. C'est possible. Le Covid est réservé aux braves gens. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, il est réservé aux braves gens. C'est pareil, tu as remarqué aussi que les SDF, ça attrape pas le Covid. Ouais, Et tu as dû voir sur Facebook cette image qui circule. Il y a deux SDF, il y en a un qui lui dit oui, nous, pourquoi on n'attrape pas le Covid? Puis là, tu lui réponds, bah, parce qu'on n'a pas la télé. excellent. Excellent. Ouais, mais en fait, c'est ça, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Et je voulais rebondir sur quelque chose aussi avec toi. C'était, oui, voilà, c'est ça. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses de cette manif de samedi? Là, avec Laurent, on hésite à y aller. Je sais pas trop. J'ai dit, j'ai pas envie de me prendre des. J'ai tellement fait, on a fait tellement de manifs tous les deux, ou avec ma fille, et on a été nassés, on s'est pris des gaz lacrymaux. Je voyais des Robocop qui couraient derrière nous, et il y a eu encore des gens. Il y a une dame formidable qui nous a ouvert sa porte d'immeuble pour qu'on puisse rentrer. On était une vingtaine dans sa cour, Ouais. parce qu'on allait être fracassée par ces mecs, quoi. Et bon, parce que moi, je me dis révolution numérique, c'est pas derrière mon écran que je vais faire ma révolution. Enfin, que je vais, comment dire, mon mécontentement. Mais en même temps, j'ai pas envie de me prendre des coups, quoi. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette manif, j'ai fait justement une vidéo aujourd'hui, mais avec plaisir, je répète, hein, parce que tu vois, ce qui est formidable, c'est comme tu m'as invité là, je vais être visible par des gens qui te côtoient ou qui sont tes amis sur Facebook, donc c'est un plaisir de répéter. Voilà, donc moi, on va revenir du coup, avec ce que tu viens de me dire là, on va revenir sur encore une des raisons pour laquelle je suis allé avec mon micro dans la rue. Ouais. Ça fait un moment que je regarde les gilets jaunes se faire crever les yeux, arracher des mains. Alors, 27 personnes ont perdu un œil. Je crois que c'est 4 ont perdu une main et 2 ont perdu un pied. Mon Dieu. C'est quand même de la bonne boucherie. Et théoriquement, moi, je pense que ça s'appelle une guerre contre le peuple. J'ai du mal à trouver un autre mot. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, moi, je réfléchis. Alors, j'aime bien faire la petite anecdote de dire je m'appelle Martial. Donc, je réfléchis en guerrier. Je me dis, comment il fait un général? Est-ce que il va, pendant 1 an et demi, un général, est-ce qu'il va, et justement, il n'y avait pas de général à l'époque, hein, c'était soi-disant, parce qu'en réalité, c'est Georges Soros qui était là derrière. La colère populaire, elle est légitime et réelle, mais c'est une révolution colorée à la Georges Soros. Et les gens sont sortis, et je me dis, mais un général, il ne va pas laisser pendant 1 an et demi ses troupes utiliser la même stratégie, se faire casser la gueule tout le temps, puis jamais modifier. Ou alors, ça veut dire que le général, il travaille pour le camp adverse, et puis qu'il a envie juste de faire ses hommes. En pensant au général, tu penses au début, là? Non, là, quand je dis un général, là, je parlais dans l'absolu, c'était pour dire que s'il y avait un chef, ou s'il y avait sans qu'il n'y ait un chef précisément, mais s'il y avait une ligne directrice, quelque chose qui emmène les gens. Il y avait de toute façon des gens même s'il n'y avait pas une tête officielle, c'est venu petit à petit parce que il fallait faire naître des chefs. Hein. Donc certains ont été évincés et d'autres sont venus et maintenant il y a celui qui est sous contrôle absolu qui s'appelle Rodriguez. Et donc moi je me suis dit, aller dans une manif, c'est aller se faire crever les yeux, matraquer, se prendre des lacrymos. Et quand j'ai analysé un peu plus en profondeur, je me suis dit, le peuple de France, le peuple de cette France périphérique, hein, cette France qui est, alors je le dis, je ne veux pas qu'on interprète mes propos, mais qui est quand même en majorité une France blanche, mais qui aujourd'hui est devenue une France multiculturelle et multicouleur parce que il y a eu un éveil qui s'est fait petit à petit. Mais au départ, c'était quand même une France très blanche, très rurale. Cette France-là, moi, depuis petit, je ne la voyais pas dans les radars, ou alors quand je la voyais, c'était pour qu'on se foute d'elle.
Un exemple, il y avait les Deschiens. Moi, ça me faisait pas rire parce que quand j'étais gamin, j'étais un Deschien. Et j'ai toujours pensé que ce François Morel, là, se foutait de la gueule du peuple. Et je le pense encore aujourd'hui. Ce type-là, d'ailleurs, on l'entend pas. On ne l'entend pas. S'il a fait un truc pour parler de la misère des intermittents du spectacle, mais voilà, il fait pas partie vraiment du peuple. Il était content de faire les chiens pour s'en moquer, voilà. Donc, en dehors de ça, voilà, le peuple, c'est lui qui fait tourner le bastringue, mais on ne faisait que de se foutre de sa gueule. Et là, je vois ce peuple dehors, mais malheureusement, ben, il a fait que d'en prendre plein la gueule. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ces Français-là, ils ont la mort dans l'âme. Ils ont la mort dans l'âme, et quand ils avançaient vers les CRS pour se faire frapper, gazer, crever des yeux, vous savez ce qu'ils pensaient, à mon avis, de manière enfin, c'est inconscient, mais à mon avis, ils avaient dans le cœur que, eh ben, vous nous avez achevés socialement, allez-y, achevez-nous physiquement. Une espèce c'est une tragédie grecque, les gilets jaunes. Oui. Et c'est des gens, et là je vais pas plaire à tout le monde, mais c'est des gens qui n'ont pas tous un grand niveau de culture. Il y en a parmi eux. Mais il y en a beaucoup qui ont passé leur vie devant la télé, devant Hanouna, la télé-réalité et le foot. Et qui d'un seul coup, en sortant sur les ronds-points, ils ont commencé à ouvrir les yeux parce que les gens se sont parlé. Et là, ils ont rencontré des gens qui étaient comme moi depuis des années éveillés et puis qui leur ont donné un petit peu des clés. Mais la majorité n'est toujours pas éveillée parce que la majorité, qu'est-ce qu'elle crie, cette majorité de gilets jaunes quand elle est dans la rue? Elle crie encore aujourd'hui, malgré qu'on est dans une dictature sanitaire, elle crie Macron, on est là. Ils sont toujours face à Macron, croyant que Macron était le père. Voilà, en réalité, Macron n'est qu'une marionnette qui a un certain pouvoir, effectivement, parce qu'il est à la place du président, mais c'est qu'une marionnette. On est en lutte contre cette finance apatride. On est en lutte contre la banque avec un B majuscule. On est en lutte contre ces gens-là, contre Rothschild, Rockefeller, Jacques Attali, BHL. Ce sont ces gens-là qui sont nos ennemis. Oui. Ils sont nos ennemis, mais en plus, même pas vraiment masqués. Quand Jacques Attali nous parle du nouvel ordre mondial et qu'il nous dit Jérusalem, ce serait une très belle ville, un très bel endroit pour faire une capitale mondiale. Mais il se cache pas du tout. Non, pas Parce du que tout. ces gens-là qui prennent masqués, ils ont une habitude, ça fait partie de leur, je ne sais pas pourquoi, dans leur toute puissance, en fait. Ils ont besoin que ce soit fait de manière déclarée en réalité, et aussi, ils ont besoin d'avoir l'assentiment du peuple. Et là, par exemple, on ne va pas obliger les gens avec la force à faire les vaccins. C'est pas comme ça que ça va se passer. Non, je pense pas non plus. Les gens, on va leur dire, tout comme ils n'ont pas fait une véritable obligation des vaccins au départ pour les enfants. Au départ, c'était pervers. C'était non, ils ne pourront pas aller à la crèche, ils ne pourront pas aller à l'école. Voilà. Alors, ce qui est une obligation, ce qui est de toute façon hors la loi, c'est contre toutes les lois qu'on a en France. Mais du coup, les gens, ils réagissent pas et ils se sont laissés faire. Ils ont pensé, oui, mais il faut bien qu'ils aillent à l'école. Ah oui, mais c'est hors la loi. Si tous les parents avaient dit, non, vous n'avez pas le droit de nous obliger à ça, ça ne serait pas passé. Mais voilà, c'est toujours, en fait, le peuple accepte. Et il y a un livre, je ne sais plus qui a écrit ce livre, mais il y a un livre qui parle de ça, qui s'appelle la fabrique du consentement. Il y a plusieurs livres, d'ailleurs, sur ce sujet. Et donc, en fait, c'est théorisé, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Voilà. Et ils arrivent à leur fin petit à petit. Et vous savez. Saucisson, tu sais, comme tu disais, Laurent, l'idée du saucisson, qu'on coupe en petits bouts et qu'on te fait avaler. Mais tu vas le bouffer en entier, le saucisson, de toute façon. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bravo, Laurent, pour le sauciflard. Ouais, c'est ça. Il l'a appris à l'école, tu vois, il a encore des traces. Comme quoi, il y a aussi des petites traces de pilules rouges qu'on a pu avaler à l'école aussi. Exactement. Des vérités qui sortent sur tous ces mensonges. Des petites vérités. Continue, Martial. Donc, oui, donc on arrive à… vous savez la vidéo que vous avez vue tout à l'heure où j'étais en direct là dans le magasin. Ouais. C'est dommage parce que le son du téléphone ne prenait pas tous les commentaires de ce que les gens disaient. Mais des gens dans le magasin qui étaient en train de me dire, il y a une bonne femme qui m'a dit « Ouais, mais dégage, connard !» Les gens, la majorité des gens étaient contre moi.
il y avait un fasciste qui était là pour eux. Oui, ils sont Voilà. lobotomisés, malheureusement, ils ont. Tu sais, c'est un truc qui dure depuis tellement d'années, cette putain de télé, excusez-moi les amis, mais là, c'est la boîte à con. C'est vraiment la boîte à con. Je veux dire, à un moment, que j'avais mis sur ma page, il y a un petit dicton espagnol qui dit éteignez votre télé et rallumez votre cerveau. Oui. Si on arrive à ça, on va déjà échanger avec les autres un peu plus. En espagnol, apaga tu télévision y prende tu cerebro, un truc comme ça, non? Quelque chose comme ça, ouais. Et quand j'ai vu ce dicton passer, je le fais mien. Vraiment, j'ai pas les mots, mais ça, c'est quelque chose que j'aurais choisi, effectivement. Ah, et moi, je l'ai éteinte il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, je me réveille et ça me manque pas, absolument pas. Là, par obligation, je la regarde chez la petite mamie. Ça me permet de voir à quelle sauce ils sont en train de nous cuisiner. Et c'est pas aigre-doux, hein. Ça va être vraiment aigre. Alors, t'as vu sur BFM TV hier comment ils ont dézingué Eva Engerer? Alors, j'ai pas vu parce qu'elle regarde TF1, France 2, France 3. Tu vois, c'est l'ancienne génération. Alors, excuse-moi, je dois confondre parce qu'il y a quelqu'un hier qui m'a envoyé des messages parce que il y a Stéphanie Allary qui était au téléphone avec moi. Elle me dit Martial, je te laisse parce que là ils sont en train de parler de Eve sur BFM. Alors moi je me mets sur mon ordinateur, je directement donc je me colle sur BFM par l'ordinateur, par internet. Et je vais vous dire une chose, hein. Les termes qu'ils emploient pour les anti-masques, nous sommes des toxiques, des conspirationnistes, des adeptes de la théorie du complot. Et ça commence à sentir dans pas longtemps. Ça sent pas bon, là. Dans pas longtemps, antisémite. Oui, c'est pas longtemps. Parce qu'ils ont commencé à dire, à employer des termes comme négationnistes, que nous sommes des négationnistes de la réalité du virus, etc. Et quand on emploie le mot négationniste dans leur rhétorique, on n'est pas loin de on n'est pas loin. Donc, c'est que dans pas longtemps, ils vont pas se gêner. Hein. Ils vont dire, vous savez, ces gens qui veulent pas porter le masque, ils vont faire un parallèle avec la Shoah, avec la Seconde Guerre mondiale, et en fait, ils vont faire de nous des pétinistes, des nationalistes, des annonceurs de juifs. Ils vont, parce que vraiment la rhétorique, et là je le dis sans blaguer, la rhétorique elle est en train d'emmener vers ça. Je le vois bien, j'ai l'habitude, ça fait une dizaine d'années que j'observe tout ça, toute cette rhétorique, etc. Et c'est bien huilé. Ça, n'importe quel sujet que vous prenez dans la société, quand quelqu'un n'est pas d'accord, si en faisant une espèce de tourniquet, c'est ce qu'ils appellent dans le commerce l'entonnoir. C'est-à-dire que de sujet en sujet, on vous emmène vers là où on veut aller, et toujours, un opposant, si on arrive à lui coller sur le dos antisémite, c'est fini. On le prend, on le met à la poubelle, plus personne dans les médias va vouloir lui parler. Étienne Chouard, ils l'ont fait tomber comme ça. Hein. Oui. Pour antisémitisme. Ils l'ont mis au tribunal pour négation de crimes contre l'humanité. Et Chouard, qui au départ il n'avait jamais voulu rentrer dans ce genre de discours, mais Chouard commençait à devenir un peu dérangeant, à mon avis. Et d'un seul coup, ils ont dit, bon, allez, on va lui tirer un missile. Le missile, c'est qu'ils l'ont questionné sur le sujet des chambres à gaz. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh ben moi, j'y connais rien aux chambres à gaz. Et alors là, je dis, ah non, monsieur. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Les chambres à gaz, on doit dire, ça a existé, c'est horrible, c'est le crime de l'humanité, le crime des crimes, le crime de lumière. Et si vous ne dites pas ça, c'est que vous êtes un salopard de négationniste et un antisémite. Et Chouard, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agenouillé, accroupi, il s'est mis sous terre. Et bien malgré ça, ça n'a pas suffi. Il est passé au tribunal. Et aujourd'hui, Chouard, c'est fini. Hein, vous le voyez sur Internet un petit peu là. Il a été invité de Fioril avec son CNT. Là. Alors Fioril, le piège absolu. Hein. Un fondu, lui. C'est un fondu. Hein. Moi, j'ai vu un peu ses vidéos. Je me dis, il n'est pas normal. Il y a un pet, quoi. Hein. Il a un ego duré en plus. Tu n'as pas vu la vidéo que j'ai mise sur ma page? Non, j'ai pas vu. Alors, il y a une vidéo. Il est sur une chaise.
il est nu, il est en train de se raser, je crois. Il est devant un miroir. Il y a un mec qui le filme. Et puis il lui dit oui, bon, c'est la fin d'une vidéo qui a été coupée. Et puis il dit bah écoute, bah voilà. Et puis bah tiens, recule un peu, fais un plan large pour que ceux qui ont envie puissent voir mon cul si ça leur fait plaisir. Et ce type-là se fait appeler président du CNT. Et c'est ce type-là qui, soi-disant, va sauver la France avec son CNT. Ouais, non, merci, ça va aller. Hein, on a notre dose déjà, hein, on est pas mal servi. Je le répète parce que je n'arrête pas de le dire, mais les gens qui sont au CNT, je leur dis, moi, je ne veux pas vous insulter, vous, parce que ce sont des gens qui sont de bonne volonté, qui veulent vraiment sauver la France, mais ils n'ont pas compris que le CNT, c'est un piège. Toutes les révolutions arabes, hein, entre guillemets, donc révolution George Soros, ont débuté par un CNT qui a mené à un gouvernement à la solde de l'oligarchie. C'est-à-dire que toutes les fameuses révolutions arabes n'ont pas libéré les peuples arabes. Hein. Oui, ça n'a fait qu'une transition vers un gouvernement à la solde de l'oligarchie et c'est tout. Donc, moi, j'ai dit CNT, ça pue la merde. Ils ont fait ça à Kadhafi aussi, hein, paix à son âme, Kadhafi, qu'on nous vend comme étant un terroriste, un monstre, qui était en fait le bienfaiteur de l'Afrique, un type qui a été le premier à être félicité par Mandela quand il est sorti de prison parce qu'il a soutenu Mandela quand il était en prison. Voilà qui était Kadhafi. Oui. Il avait préparé une monnaie africaine pour dézinguer le franc CFA. Ouais, il avait un dinar or il voulait donc sauver l'Afrique avec une monnaie africaine. Alors, vous pensez bien qu'ils l'ont dézingué, évidemment. Hein. Oui, là, c'était pas possible. Là, voilà. Et reprendre son pouvoir, c'était pas possible. Alors, je reviens à la question par rapport à cette manif du 12. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, bah, ce que j'en pense, donc voilà. J'ai fait un petit peu, je suis le roi des digressions, malheureusement. Donc, la manif du 12, comme je disais, on ne peut pas faire la même stratégie et puis obtenir un autre résultat. La folie, c'est de toujours répéter les mêmes erreurs et d'espérer obtenir un autre résultat. Comment on peut aller gagner le 12 alors qu'on a l'habitude? Rire, Laurent. Faudra que tu viennes, Laurent, aussi intervenir un peu. Hein, ouais, il me dit, c'est Asselineau qui disait ça. Aussi, il disait ça, Asselineau. Eh oui, mais il a raison. Alors, Asselineau, bon, moi, j'en suis revenu d'Asselineau, mais il y a beaucoup de choses qui viennent d'Asselineau qui sont très, très cohérentes, très sensées. Oui. Donc, on peut pas. La folie, c'est donc de toujours reproduire les mêmes erreurs en espérant un autre résultat. Alors, on ne le voit pas, Laurent, on voit que son oreille. Ouais, on ne te voit pas parce que j'aimerais bien qu'il puisse échanger. Alors, les amis, je t'avais promis, attends, Martial, je te coupe une minute. Je vois que les gens sont là, etc., qui interviennent, certains. On est en lutte contre tous ces salauds sataniques. Vous avez raison, c'est exactement ça. Ce soir, c'était une soirée voyance, mais là, voilà, hein, moi j'adore les trucs imprévisibles. Donc c'était avec Martial ce soir. On fera pas de soirée voyance. Ah bon, tu fais pas? Non, je vais pas faire. Je vais juste. Alors, avant toujours de faire une soirée voyance, je me mets en prière, on va dire. Je m'isole un peu dans ma bulle et je demande contact. Et j'ai eu des messages, un message qui s'adresse encore aux parents pour les enfants. Donc, je le donnerai à la fin de cet entretien avec toi. Hein. Je vous promets à tous que la semaine prochaine, j'ai noté toutes vos questions et que la semaine prochaine, mercredi prochain, je ferai une soirée voyance pour chacun d'entre vous, pour ceux à qui j'ai pas pu, que je ne répondrai pas ce soir. Voilà, ce soir c'est exceptionnel et je tenais vraiment qu'on puisse avoir cet échange avec toi, Martial. Je reviens à toi par rapport à Asselineau qui disait des choses vraies, qui parlait déjà d'un général chinois. Tu m'en avais parlé, japonais. Ah, Sun Tzu. Oui, c'est le fameux qui a fait un bouquin, c'est le. La guerre. Shen, je sais plus le nom. Il s'appelle pas Sun Tzu? La stratégie des chaînes. La stratégie des chaînes. J'ai entendu Asselineau plusieurs fois parler d'un livre qui était là, parce qu'il y a deux livres connus. Il y a les 36 stratagèmes et c'est celui-là. Voilà, je l'ai lu ce livre. Et ben moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait s'en inspirer un peu plus de ce. Et ça nous permettrait de comprendre comment ceux-là, comme il fait Dieudo de très très haut, comment fonctionne. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Je pense qu'on devrait vraiment s'en inspirer un peu plus là. Ouais. Je pense surtout, comme disait aussi Régis Chaman que tu connais, il faut faire un pas de côté pour le moment.
Ouais. Et le pas de côté, c'est pas dans la rue pour le moment. Ben, il y a ça, et puis, tu vois, Jérôme Rodriguez, au début, moi, je suis en contact avec des gens parmi les patriotes, des patriotes sérieux, et j'ai eu des infos par des gens vraiment du milieu qui m'ont dit qu'au début des Gilets jaunes, il était sécurisé en manif par les patriotes, Rodriguez. Et aujourd'hui, il y a une copine qui avait fait Chloé Framery. Vous voyez qui c'est, la jolie blonde Oui, Je lui très, très envoie bien. un message, je lui dis Chloé, tu as fait une pub pour la manif du 12, mais tu n'as pas regardé l'affiche, à mon avis. En bas de l'affiche, il y avait bon, les anarchistes, Gilets jaunes et Antifa. L'affiche donc de Rodriguez. Et elle a été presque frappée par des Antifa sur une manif en Suisse. Ah ouais. Parce qu'elle avait fait une vidéo en compagnie de Dieudonné, et des mecs étaient à deux doigts de la frapper. Alors, elle m'a dit oui, merci de me l'avoir dit, etc. Et donc voilà, aujourd'hui, Rodriguez, toujours vêtu de noir, hein, il y a plusieurs vidéos, on le voit vêtu de noir, il y avait un sweatshirt avec un gilet jaune dessiné dessus, et puis une autre fois, il est tout en noir, casquette noire. Le noir, c'est extrême gauche, Antifa, Black Bloc. Donc les gens violents. Et comme je le répète, les Antifas sont en réalité des nervis du système qui ont une petite tradition, c'est d'insulter les flics à chaque manif. Ils sortent leur petit drapeau, ils se font des photos, des vidéos, puis ils disent « Ah ben les flics et les fachos !» Mais les flics ont ordre d'être tolérants, d'être beaucoup plus que tolérants avec eux. Quand, à l'époque où Vincent Lapierre était encore un journaliste, je veux dire un véritable pour ER, à ce moment-là, il était valeureux. Il s'est fait taper dessus par les Antifas. Il n'y a pas eu la police pour venir le soutenir. Hein. Non, c'est la milice. C'est la milice. Oui. Donc, c'est pas, en fait. Alors, ce sont des gens qui savent qu'ils travaillent pour le mal. Et puis, il y a des petits bourgeois qui sont en réalité plein de testostérone à cause de l'adolescence et qui sont en mal de cause. Et puis, on leur a monté un monstre, on leur a montré un monstre, on leur a présenté des skinheads avec des battes de baseball. Puis on dit voilà, les fachos, c'est des mecs comme ça, mais ils sont pas tous skinheads. Et par exemple, moi, ils m'identifient comme étant un facho. Et ces types-là, ils se disent voilà, le fascisme. Mais ils n'ont pas compris que le fascisme, il est bancaire. Le fascisme, c'est Rothschild, Rockefeller, c'est Alain, c'est tous ces gens-là. Toute cette clique-là. Voilà. Et donc dans les manifs, là, la manif du 12, il y a Rodriguez qui ne dit pas un mot. Il dit vaguement un mot sur le masque, hein, mais il ne parle pas du Rivotril, il ne parle pas du fait qu'on a perdu toutes nos libertés. Il a dit aux gens dans une vidéo, on fait un copier-coller du 17 novembre, c'est-à-dire de la toute première manif Gilets jaunes. Ça veut dire qu'on ne change rien. Donc, le type, c'est général. C'est maintenant lui le général en chef de l'armée. D'accord? Et il dit aux gens, on ne change pas le plan. Straight ahead en anglais, hein, tout droit. Allez, on va tout droit. Et en face, vous avez les mecs avec les flashballs, avec les matraques, avec les gaz, avec leur stratégie. Hein. Je veux dire, pendant 1 an et demi, je peux vous dire que les flics, les CRS et les milices qui sont intégrés, parce qu'il y a des milices, hein, il y a des types. Laurent disait les Eurocop. Voilà, le Eurojanfor, là, voilà, les du corps européen, etc. Et moi, je pense qu'il y a aussi des types qui viennent d'Israël. Ah ouais, carrément. Oui, ça se voit aussi à certaines pratiques du Krav Maga qui étaient utilisées sur des manifestants. Oui. Voilà. Et donc, je me dis, il appelle les gens à la désobéissance civile, à ne pas présenter leur carte d'identité. Et en fait, c'est très pervers parce que Rodriguez, il est malin. Il ne va pas appeler les gens à l'insurrection. Il ne va pas appeler les gens à la violence. Mais les gens sont déjà chauffés à blanc. Ils attendent avec impatience cette date. Alors, du coup, c'est une cocotte minute qui est en train de gonfler. Et il leur dit désobéissance civile. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils vont venir, ils ne vont pas vouloir présenter leur carte d'identité, mais par contre, ils auront un masque en plus. Hein. C'est complètement délirant, mais surtout, il est en train de les chauffer à blanc. Et il y aura des black blocs, je vous le dis. Et les policiers vont laisser passer les black blocs parce qu'il est très important qu'il y ait de la violence. Moi,
je parierais cher qu'il va y avoir de la violence. Parce que le but, c'est quoi? C'est comme d'habitude, c'est de décrédibiliser. Mais là, on en est peut-être à un stade supérieur qui va être de tenter de faire un début de guerre civile pour justifier l'armée et peut-être même l'instauration de la loi martiale. Pourquoi? Parce qu'en fait, le masque, là, ça craque de partout. Même le masque, ça pourra pas tenir tout le temps parce que là, il finit par y avoir trop de gens qui s'éveillent, etc. Ça va finir quand même par craquer. Du coup, l'oligarchie fait toujours, l'oligarchie, c'est pas comme les politiques. Ils naviguent pas sur ce qui va se passer demain. Eux, c'est sûr. Faut savoir que ce plan mondial, là, ça fait des décennies et des décennies qu'il est en marche. Donc, eux, ils ont déjà prévu que là, il y a les attentats qui vont arriver. Donc, il y a tentative de faire une guerre civile, il y a des attentats qui vont être faits. Charlie Hebdo a republié des caricatures de Mahomet le 2 ou le 3 septembre. Donc, ça va recommencer, c'est prévu. C'est un agenda. Voilà. Donc, mon avis, il faut que l'on fasse. Pardonne-moi, je finis, ça vient. Oui, je t'en prie. Dans ma vidéo, j'ai dit voilà, moi, ce que je propose aux gens, là, je me suis mouillé. J'ai dit, même si vous n'avez pas de mégaphone, vous êtes 10, 15, 20, 30, vous sortez 10 minutes dans votre quartier, des banderoles, machin, vous gueulez aux gens, il y en a marre, dictature sanitaire, et vous vous filmez. Vous vous filmez. Et si vous voyez arriver la police, vous rangez tout, vous remettez votre masque, vous dispersez. Ne cherchez pas le conflit avec la police. Ça, c'est une véritable stratégie. Oui. Et je pense que si les gens faisaient ça, et même s'ils se faisaient arrêter, il faut bien dire une chose, c'est que la police des patrouilles de police, c'est pas la même que la police qui vient sur les manifestations, les CRS et tout ça. C'est pas la même. Donc, vous risquerez pas de vous faire crever un œil en faisant ça. Tandis que, allant dans la manifestation du 12, vous risquez de perdre un œil, vous risquez de perdre une main, vous risquez de perdre un pied, vous risquez peut-être de perdre la vie. Donc voilà pourquoi ma stratégie, je pense qu'elle tient la route. Après, écoutez, de toute façon, on va voir ce qui se passe le 12, là, c'est bientôt. Hein. Donc, voilà, moi, je me permets de recommander aux gens de faire ça et que la police m'arrête, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je pense que les gens, ils n'ont pas compris que la liberté, on ne demande pas à son geôlier, sois gentil, libère-moi. La liberté, elle se prend. Oui, oui. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. Écoute, on en reste, on est OK avec ça. Hein. De toute façon, voilà, toi, tu as les mots. Après, c'est la stratégie qui est difficile à mettre en place. C'est la stratégie. Ce qui est difficile à mettre en place, c'est que les gens passent derrière son ordinateur avec son clavier à allez, on est quelques potes là, on se le fait, même à 3, même à 5. Mais le problème, il est là, c'est que les gens, en fait, c'est pas parce que j'aime pas ma maman que je dis ça, mais souvent je la prends en exemple parce que ma mère, la pauvre, elle fait partie de ces gens qui sont depuis l'enfance élevés à être des esclaves soumis. Elle me dit toujours, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est rien du tout face à ces gens-là. Mais non, maman, au contraire, on est tout. On est tout. Et j'adore cette image qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. On voit des esclaves qui sont courbés sous un plateau de table et au-dessus, on voit les oligarques qui jouent. Et c'est écrit en dessous, vous vous levez et le jeu est terminé. Oui. C'est-à-dire qu'il ne suffit que de se lever. Il y a un exemple que quelqu'un avait donné dans une vidéo que j'ai trouvé formidable dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a un moment, il y a Gandalf. Oui, tu ne passeras pas. Ouais. Il passe un espèce de pont. C'est Crève-Cœur qu'il a passé sur Crève-Cœur, voilà. Et il ne dit pas je vais te tuer, il dit pas viens là que je te casse la gueule. Il refuse, il est debout, il est droit et il dit tu ne passeras pas. Oui. Mais on a que ça à faire. Oui. Et c'est pour ça que je dis, malgré que je suis véhément et coléreux dans la vidéo que tu as vue, mais moi, malgré ma véhémence, je dis que c'est pas en allant se taper contre les CRS. Ça, le paradoxe, tu vois, les gens me voient comme quelqu'un de comme ça, violent. Mais le paradoxe, c'est que moi, je dis, c'est pas en allant se taper sur des CRS que l'on va gagner. C'est de se dresser dans la rue et de dire, ça ne passera pas. Vous avez perdu. Comme disait Stéphanie Allary, game over. Voilà. C'est ça le truc. Le jeu est terminé. Oui, oui. Vous avez perdu. Parce que là,
il y aura une énergie ce 12 là, septembre, parce que, bon, comme tu dis, les gens, ils sont gonflés comme une cocotte minute. Ouais. Mais Macron est là, ça suffit pas, quoi. Ça suffit plus, tout ça. Voilà. Surtout que c'est une manifestation organisée par les syndicats, au départ. Justement, j'en ai parlé aussi. Laurent, tu sais comment sont les syndicats? Bah, oui, ils sont payés par nous, par tout le monde, Oui, et aussi par l'Union européenne. Et les têtes des syndicats sont tous des vendus, tous sans exception. La tête. La loi travail est passée. Tout est passé avec. Tout passe avec les syndicats. La loi travail, tout passe. Alors, ils font quelques petites manifestations pour faire joli, mais en fait, tout passe. C'est bien. Moi, je vais vous dire comment je considère la manifestation. C'est une catharsis. C'est-à-dire que c'est comme quand on tapait dans les mains pendant le confinement à la fenêtre. En fait, les gens, ils vont, allez, bon, je me fais enculer une fois de plus, mais j'ai le droit de crier dans ma manifestation, dire non, je veux pas. Mais tu te fais enculer quand même. Mais simplement, la démocratie, j'aime bien cette idée que la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Ouais, c'est ça. Maintenant, on commence à être même ferme ta gueule aussi en France, parce que le masque, c'est ça, c'est ferme ta gueule. Et puis rendormez-vous surtout, hein, rendormez-vous. Ouais, les gens vont pouvoir crier un petit peu le 12, là, et puis après ils vont rentrer chez eux et ça va repartir. C'est un exutoire pendant une après-midi. Et voilà. Est-ce que vous imaginez la France? Est-ce que vous imaginez la France avec des groupes de gens dans toutes les villes, même des villages partout, mais et surtout les grandes villes, parce que ça se voit, des gens qui d'un seul coup sortent dans la rue, et puis comme ça, paf, sortent une pancarte, marre de la dictature sanitaire, ils se filment, ils mettent ça sur le YouTube, etc. Mais là, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Mais, écoutez, je vais vous dire une chose. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas plus délirant que la manière dont sont nés les Gilets jaunes. Sauf que la preuve que les Gilets jaunes, c'est de l'ingénierie sociale et puis une manifestation dirigée par Georges Soros. La preuve en est que quand vous prenez Franck Buller, et il y avait un autre type dont je ne sais pas le nom, deux types qui sont des inconnus, je pense, qui d'un seul coup, alors que les réseaux sociaux sont verrouillés, ils sont verrouillés, mais vraiment à un point. Moi, je vous ai dit, 60 jours de blocage. Après 30 jours, ces mêmes réseaux sociaux ont laissé faire, rendre viral les vidéos des gens qui exhortaient les gens à faire le truc du gilet jaune. C'est parti comme une traînée de poudre. Oui. Et les gens, ils se disent que non, ça devait être dans l'air du temps. Mais les gens, ils sont naïfs. L'air du temps, c'est l'oligarchie qui le fabrique, l'air du temps. Ils ont décidé, Facebook, YouTube, c'était programmé pour que ça soit diffusé. Et à chaque fois, Franck Buller disait dans ses vidéos, je me rappelle de ça, il disait partagez mes amis, partagez vite, parce que vous savez, je suis censuré. Mais il était censuré autant qu'Éric Zemmour, qui nous dit qu'il est censuré dans tous les médias, et il est Oui, dans il est partout, il est partout dans tous les médias. Pour vous le dire. Mais oui, c'est pareil. Alors, donc je dis que ce que j'affirme là, cette stratégie, elle n'est pas plus bête que celle des Gilets jaunes, sauf que le vrai problème, c'est qu'elle devienne vraiment virale. Oui. C'est que d'autres gens que moi, parce qu'il n'y a pas que ma vidéo, moi je m'en tape de faire des vues. Ce qui m'intéresse, c'est que le message passe. Alors, ça serait bien que d'autres gens fassent la même vidéo et d'autres, et que tout le monde se dise, allez, après les Gilets jaunes qui ont été là pour se faire massacrer, pour aider à faire prendre conscience quelque chose, pour commencer à faire germer quelque chose, il faut peut-être qu'on transforme cette manifestation à la George Soros, qu'on transforme ça en une véritable marée humaine, mais sporadique, comme des guérillas pacifiques, c'est-à-dire des gens qui sortent d'un seul coup, puis on fait du bruit et on se disperse. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent contre ça? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Après, même si je me trompe, sincèrement, les amis, est-ce qu'on peut faire la fine gueule à se dire ah ben on va pas le faire parce que peut-être on va se tromper. Mais là, on est dans une tyrannie totale. Si on fait rien, on est sûr de crever. Il y avait un Kabyle qui avait mis un commentaire dans le live
avec Stéphanie et Eve, un Kabyle qui a dit, c'était Lounès Matoub, je crois, qui avait dit ça. Il avait dit, si tu l'ouvres, on te tue. Si tu la fermes, on te tue. Alors ouvre-la et meurs. Voilà, un truc comme ça. Tu l'ouvres, tu meurs. Tu la fermes, tu meurs. Alors ouvre-la et meurs. Mourir, quoi. Tu meurs pas pour rien. Au moins, tu l'as dit. Au moins, meurs en être humain debout. Voilà. Oui, oui, oui. Bon, ben, plein d'infos, hein. Ouais. Tu sais que tu disais, oui, ça t'embête pas de répéter. Le problème, c'est que moi, je crois que je suis venu sur Terre pour parler. Hein. Je crois que ça doit être ça le rôle de ma vie, c'est de parler. Il y en a qui ont cette capacité-là. Et quand on l'a pour la bonne cause, eh ben, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment y aller. Et je sais que ça doit pas être facile pour toi, parce que bon, tu dois être pas mal attaqué, discrédité, je suppose aussi. Ça commence. Je pense aussi, ça doit pas être facile. Mais bon, je pense que l'ego, tu l'as mis de côté depuis un moment. En fait, je te le souhaite. Ouais, je pense que oui. Je pense que je l'ai mis de côté. Oui. Voilà. Et bah moi, je sais plus quoi trop dire là pour. Je sais pas, t'as peut-être quelque chose à dire, Laurent? Non, enfin, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis, Martial. Hein. Bah ouais. Moi, ça fait quelques années aussi qu'on. On te voit pas. Je sais qu'on a milité dans le même parti. Dans le même parti politique. Ah, c'est vrai que mais j'étais pas dedans, moi, tu sais, à l'époque. Ah. Parce que comme je suis un ancien de ER, c'est fini pour moi, Célino. Hein, je garde les petites phrases, mais voilà. J'ai compris que j'étais encore, vous voyez, il y a pourtant pas longtemps, mais j'étais encore naïf. Hein. Mais en fait, moi, j'étais pas entré, j'avais pas pris ma carte, parce que comme Asselineau voulait à tout prix ne pas prêter le flanc à ceux qui allaient dire qu'il était extrême droite, etc. Alors moi, je militais, mais sans être encarté pour ne pas nuire. Mais les gens du bureau, quand j'ai commandé à demander des explications pourquoi Asselineau avait dit à un journaliste qui lui avait demandé de choisir 3 hommes politiques qui étaient pour lui des exemples, il avait cité De Gaulle, un autre est Pompidou. Alors Pompidou, tu m'excuses, mais c'est le Macron de l'époque. Hein. C'est le type qui, avec Giscard, a créé la dette publique. C'est lui qui a fait qu'on n'a plus emprunté l'argent à la Banque centrale de France. Aujourd'hui, on emprunte au marché. Ça, c'est Pompidou. Alors quand je vois Asselineau qui dit Pompidou, moi, d'un seul coup, il y a la sonnette d'alarme qui s'est tirée. Mais non, mais le bureau autour d'Asselineau, ils m'ont traité comme de la merde, etc. Une espèce d'imbécile qui a appelé son fils Popeye. Je me dis que bon, on peut donner bien des prénoms à ses gosses, mais Popeye, je trouve que vraiment, voilà. Je suis désolé, pour moi, c'est une débile, cette femme, quoi. Et j'espère que son fils lui fera un procès quand il sera adulte. Ouais, bon, voilà, il faut arriver à se sortir de tout ça. Comme dit De Gaulle, la France est dans l'ornière. Et il faut l'en sortir. Même contre ceux qui sont pas d'accord. Même ceux que, je dis parfois, en fait, il faut les sauver malgré eux. Malgré tous ceux qui portent le masque. Parce qu'ensuite, ça vient d'une minorité, ça ne viendra pas d'une majorité, tout ça. C'est vrai. Donc, voilà. Les sauver malgré eux, c'est vrai ce que tu dis. Mais alors, le truc, c'est que, je reviens dessus, hein, on a vraiment intérêt à. Tu vois, les gens, même qui n'ont pas un énorme courage d'aller dans la rue, moi, je leur dis, mais chacun a le colibri. J'aime bien cette image-là que tout le monde emploie. Le colibri qui emmène sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. T'as pas le courage d'aller parler dans la rue, d'accord, il y a plein de gens qui n'ont pas ce courage. Ben, imprime 2-3 tracts, tu les mets dans les boîtes aux lettres de tes voisins, tu dis rien, personne ne saura que c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu marches dans la rue, au lieu de mettre ton masque complètement, laisse dépasser ton nez. Si tu vois la police, tu le remonteras, mais fais un petit geste, fais un tout petit geste pour montrer que tu n'es pas d'accord. Mais là, on voit pas ces petits gestes. Là, nous, je te dis, on a mis notre muselière, on l'a écrit tous les deux. Les gens te disent, ils regardent, tu sens qu'ils sont mal à l'aise, pour certains, tu sens qu'il y en a qui ça leur plaît pas, puis d'autres qui disent, ah bah ouais, c'est Moi, je vais te raconter un truc. Une anecdote qui m'est arrivée hier, j'allais à Brico Dépôt acheter des trucs. Et puis en passant, Laurent, on ne te voit pas. Il y a un magasin de musique, je m'arrête pour acheter des partitions de guitare. Je voulais acheter des partitions. Et je rentre dans le magasin, j'avais pas mis mon masque. Et puis, donc, il y avait des gens, un petit peu, le patron et la patronne masqués. Bon, voilà, je m'en vais vers les partoches.
Et puis la femme me dit, monsieur, il faut mettre le masque. Alors j'ai écouté, bon, ça va, on est 3 dans le magasin, on risque pas grand-chose. Je lui ai dit, si, vous, sinon c'est pas possible. Alors je m'emporte un peu, je lui dis, écoutez, ben, je m'en vais et j'irai acheter mes partages sur Amazon. Voilà. Ou sur Internet. Et puis, c'est comme mon cousin, il a fait la même. Voilà. Et puis je m'en vais. Et puis après, j'allais dans Brico Dépôt. Et Brico Dépôt, je savais qu'il fallait mettre un masque. Je le savais. Ouais. Donc j'ai mis mon masque et j'ai réfléchi, je suis con quand même. Parce que je me suis emporté avec ces gens, alors que je savais dans ma tête finalement que j'allais à Brico Dépôt, que j'allais devoir mettre un masque, et pourtant j'y vais quand même. Donc j'ai mis mon masque. Je suis revenu au magasin de musique. J'ai mis mon masque, muselière, et je lui dis, je viens m'excuser. Je m'excuse parce que j'ai pas été sympa avec vous, parce que je vais raconter l'histoire. J'allais à Brico Dépôt, donc je savais que j'allais mettre un masque. Mais quand je suis chez vous, je l'ai pas mis volontairement, parce que je savais que là, je risquais rien. Et donc je dis, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et on a discuté pendant 20 minutes avec ces gens. Et en fait, ils ont dit, ben c'est vrai ce que vous dites. En fait, la discussion s'est entamée là-dessus. En fait, j'ai réussi à sonder grâce à mon geste de partir, de revenir. En fait, ils ont dit, bon merde, quand même, voilà, ça a réveillé quelque chose en eux. C'était une bonne. Une toute petite seconde. Je voudrais me permettre de dire une chose parce que les gens ne savent pas. Moi, j'ai commencé à connaître Samia il y a pas très longtemps. Elle me parlait de toi. Ce soir, c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais il y a une chose que je veux dire dans ce que tu viens de dire là, que je trouve énorme, énorme comme qualité. Une personne qui est capable d'aller s'excuser et de dire je me suis trompé, c'est déjà une qualité humaine qui, pour moi, a une très haute valeur dans mon échelle de valeur. Voilà, je veux dire ça. Il faut, parce que ces gens, en fait, ils sont pour rien. Ils sont aussi, ils regardent la télé, voilà, c'est tout. Ils sont complètement lessivés. Ouais. Mais en fait, de parler avec quelqu'un qui leur dit, mais essayez d'aller voir autre chose. Et parce que bon, j'ai fait la démarche de pas mettre le masque et ils ont dû se dire, celui-là, il me fait chier avec son anti-masque. Et en fait, je suis revenu derrière avec mon masque et on a parlé. Et je pense que ça, c'est une démarche qu'il faut avoir. Mais le fait de mettre muselière dessus, je pense que les gens, ils viennent vers toi pour te parler. Ouais, ça interpelle. Ça interpelle. Ouais. Le palmier, en fait, ça interpelle pas. Les gens viennent pas te parler. Encore hier au resto, j'étais au resto aussi, on était à table dehors. On était à table, j'ai pas mis le masque et je me suis levé pour me laver les mains. Donc j'ai mis le masque pour aller me laver les mains. Et muselière aussi. Il y avait 5 personnes qui étaient dehors, qui n'avaient pas le masque, qui déjeunaient. Ils m'ont dit, putain, c'est bien, c'est bien. Les 5 personnes qui déjeunaient, ils étaient tous anti-masque. Et c'est le fait d'avoir mis mon masque muselière qui a déclenché une conversation. Une reconnaissance, tu sais, c'est une marque de reconnaissance avec ton t-shirt, avec. Alors, il faut qu'on se reconnaisse les uns les autres, quoi. Vous savez, là, excuse-moi une seconde, je vais engrainer sur un truc. Il y a un type qui m'a fait un logo qu'on n'a pas encore terminé, et c'est con parce qu'en ce moment, j'arrête pas. Mais j'ai eu dans l'idée de faire un truc qui était un logo avec dessus anti-5G, anti-masque, anti-vaccin, anti-machin, etc. Et de faire des t-shirts, casquettes et un gros badge qui puisse être reconnaissant. Parce que justement, tu vois, ce qui nous manque, nous tous, là, c'est un signe de reconnaissance. Oui, oui. Bah, je pense qu'il y a aussi ça. Bon, on le porte parce qu'on n'est pas content. On n'est pas content de se dire, mais putain, il nous empêche de respirer, il nous empêche de nous parler, il nous empêche de nous sourire. Et c'est une atteinte à nos vies, à notre vie, quoi, à notre sociabilité, etc. Et si on avait tous, enfin, pour la plupart, avoir ils avaient l'étoile jaune. Les Juifs, ils se reconnaissaient entre eux, quoi. Ouais. On nous a imposé un masque. Et ben, moi, je vais pas mettre une étoile jaune. Je mets muselière, tu vois. C'est une étoile bleue, hein, le masque. Hein. Ben voilà, on va dire ça. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Après, c'est peut-être différent dans les grandes villes. Je pense que, comme à Toulouse, Paris, tout ça, les gens sont vraiment dans le stress. À la campagne, moi, je suis à la campagne ou les petites villes, il y a moins de stress, quand même. On ressent moins de stress quand même, et on peut discuter un peu mieux, un peu plus quand même. Je pense là, c'est pas certain, tu vois, Laurent. Parce que moi, j'ai aussi d'autres, parce que beaucoup de gens me parlent. En fait, en province, il y a un côté aussi où les gens sont vachement devant leur télé. Et non, paradoxalement, à Paris, il n'y a pas que ça. Hein. Enfin, je prends Paris comme exemple parce que j'y suis là, mais
mais la province, il y a aussi un certain conformisme. Tu sais, je te dis, je l'ai affirmé, je l'affirme encore, et ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais ces mêmes gilets jaunes qui sont allés braver la mort dans les manifestations, aujourd'hui, sont terrorisés par BFM TV. Ben oui. Tu sais, quand j'ai les premières manifestations de gilets jaunes, j'y étais, moi, sur les Ouais, ronds-points. ouais, J'ai mis, il n'y aura pas de RIC sans Frexit dans mon ouais, dos. ouais. Et ben, ça, ils n'ont toujours pas compris. Ça Ah fait ouais, 2 ans. ouais, Jusque je connais des gens qui sont France Insoumise, parce que les jeunes, c'est beaucoup de France Insoumise. Hein. C'est impossible. Ils n'ont toujours pas compris. Ils n'ont même pas été foutus de voter pour le Frexit aux dernières élections. Ils demandent le RIC. Ça marche sur la tête, quoi. Ça marche sur tu la sais, tête. Il faut expliquer, c'est impossible. il y a un type sur Facebook qui m'avait bassiné avec son Mélenchon. Ah, Et moi, je lui c'est dis, bouton sur le buzzer. C'est lui qui appuie sur le buzzer. ouais, Il n'a pas compris la question, en fait. ouais, le mec, je lui dis, tu sais, Mélenchon, moi, il y a quelques années, je l'entendais parler. Un jour, je me rappelle, quand il avait dit à un journaliste, espèce de laquais et tout, oh, je m'étais dit, putain, mais lui, c'est notre homme. Avec lui, on va trouver le grand soir, tu vois. Et puis après, grâce aux vidéos de Soral, j'ai appris une chose. En politique, on ne doit pas écouter les paroles des politiques pour juger de leurs valeurs. On doit uniquement se baser sur leurs actes. Et les actes d'un homme politique, c'est les lois qu'il vote ou qu'il ne vote pas. Et je lui ai dit, Mélenchon a voté toutes les lois hyper libérales, entrée dans l'Europe, etc. Bon. Et puis, donc cette fameuse loi aussi pour pouvoir vendre la franchise des jeux, je crois, c'est ça, où il s'est trompé de mot, paraît-il. Hein. Et je lui dis, il fait quoi contre le port du masque et contre cette dictature sanitaire? Qu'est-ce qu'il fait Mélenchon? Et le mec, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, ben Mélenchon, il est en train de militer pour qu'on ait des masques gratuits. J'ai fait une vidéo spécialement pour ce type. Et je lui ai dit, tu vois, si tu traduisais ce que tu as dit en langage de Bigard, Bigard dirait, Mélenchon, c'est le genre de type, quand tu te fais enculer par le gouvernement, il demande à ce que tu n'aies pas besoin de payer la vaseline. C'est ça, Mélenchon. Mais les mecs, tu sais, ils sont hypnotisés par le discours et par le. C'est un tribun, Mélenchon, c'est un mec qui parle bien. C'est malin. Ils sont hypnotisés par ça, mais le peuple n'est pas encore mature politiquement. Le peuple ne se fie qu'aux paroles des gens. Quelqu'un qui parle bien, ça les impressionne. Et oui. Et c'est Étienne Chouard qui disait qu'à l'époque de la véritable démocratie grecque qui a existé pendant 2 siècles, il disait que il faut se méfier des tribuns. Les beaux parleurs. Voilà. Les beaux parleurs. C'est ça. Les gens qui savent manier le verbe sont capables de vous manipuler. Et puis les gens, donc, ils ont besoin d'avoir des idoles. Et c'est pour ça que. C'est ça, en fait, le problème. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui me disent, Martial, ouais, tu penses quoi de quoi? Et puis je dis, bon, bah, ce que je pense, c'est une chose. Je me dis, mais ne me crois pas sur parole, va vérifier. Va vérifier ce que je donne comme élément aux gens. Moi, je leur dis, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Vérifiez avec vos yeux. Ensuite, choisissez en conscience. C'est ça qui est important. On est dans le slogan pour le moment, tout le temps, depuis des années, on est dans le slogan. Voilà. Et c'est fini, là, c'est mort. On devrait chacun. On va bien voir ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, moi, je crois en Dieu. Alors, je me dis que c'est ce qui m'aide un peu à tenir, hein, parce que il y a une copine à moi, il n'y a pas longtemps, qui a un peu pété les plombs. Et elle me dit oui, mais bon, elle s'est complètement défoncée à l'époque de la manif qu'il y a eu là contre les masques. Elle me dit, moi, je ne suis pas comme vous, je ne fais pas de sport, je ne fais pas de méditation, je ne crois pas en Dieu. Alors oui, c'est vrai, je suis à bout. Ben oui, mais ça faisait un moment que je lui disais, mais écoute, repose-toi. Même les guerriers, les mecs qui vont sur le front, de temps en temps, ils dorment aussi. Hein. Oui. Voilà, vraiment, quoi. Donc voilà, moi, je pense que c'est important. On est face à des gens qui ont tout fait pour que les gens ne croient plus en Dieu. Et les gens confondent
la religion et Dieu. Moi, je pense que tout le monde est croyant au fond de lui, mais qu'ils ont confondu les dogmes, les religions qui sont tenues par des gens qui sont des manipulateurs et qui ont détourné la religion pour en faire juste que des dogmes. Et il y a des gens donc, qui ont rejeté ça et qui ont cru que ça égale Dieu, alors que ça n'a rien à voir. Et moi, je me suis reconnecté à Dieu, je prie tout seul. Je ne prie pas la prière des catholiques, Notre Père. Je parle à Dieu, voilà, je fais mon signe de croix parce que je suis catholique, et je prie à Dieu, je lui parle, comme ça. Tu te reconnectes à ton divin. Et je prie à genoux, et je prie à genoux, par terre. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, je pense que… On a besoin de se reconnecter à ça, en fait, à notre spiritualité. J'ai fait une quinzaine d'années de psychanalyse, psychothérapie. Ça m'a fait du bien. Mais je l'ai déjà dit, quand je parle avec des gens qui sont aussi croyants, même si ça m'a fait beaucoup de bien, je ne le nie pas. Quand j'étais en prison au Japon, là, au mois de janvier, là, je peux vous dire que la prière et les incantations à Dieu m'ont vraiment aidé à tenir le coup parce que même si on ne touche pas physiquement là-bas, c'est vraiment très, très, très dur. Hein. J'ai vu, je me rappelle, ça arrivait des fois des soirs que des types hurlent à la mort alors que personne ne les frappait. Hein. C'est psychologiquement, quoi, ça les oui, a. Tu as la lumière qui est allumée 24 heures. C'est-à-dire que la nuit, la lumière, elle est presque aussi claire que ma chambre à l'heure qu'il est. Là. Tiens, un peu comme chez vous, là. Ce que je vois sur l'écran de la luminosité de chez vous, eh ben, en fait, c'est à peu près comme ça. Et tu as la lumière le néon est au-dessus de ta tête. Et interdiction de couvrir tes yeux avec la couverture. Tu as le gardien qui vient, qui toque et puis qui dit, oh, il faut que tu montes ton visage, tu n'as pas le droit. Et puis si tu dis pourquoi, il va te dire, bah, parce que il faut qu'on vérifie que tu es vivant. Il y a tout le temps des excuses. La torture mentale, en fait, c'est la pire des choses. Psychologique. Ouais, psychologique. Oui. Moi, je leur disais en fait, vous êtes à Tusei Jidai, ça veut dire que vous êtes resté au Moyen Âge en fait, en ce qui concerne votre mode carcéral. Oui, c'est ça. Mais ça marchait bien à l'époque hein, déjà, donc voilà. Hein. Ben oui. Alors attends, là je pense qu'on va arrêter là pour ce soir parce que ça fait plus d'une heure et demie et je voudrais la mettre en ligne aussi sur ma chaîne YouTube. Ouais. Hein, pour que ça puisse aussi tourner, être vu, c'est plus important, hein, de pouvoir que les gens qu'on puisse semer cette petite graine là. Hein, au moins une personne sur je sais pas combien ont regardé ce soir. Si c'est au moins une, on a pu poser cette petite graine et que cette personne aille arroser en allant s'informer. Merci mon Dieu. Merci à toi. Merci mon Dieu. Merci à tous ceux qui sont là ce soir. Et je vais juste vous lire le message que j'ai reçu cet après-midi de mes guides. Ok. D'accord? J'arrive, j'ai cherché la feuille. Alors, je reviens pour donner ce petit message-là avant de dire bonsoir à tout le monde. Donc, voilà ce que j'ai reçu cet après-midi. À chaque commencement de séance maintenant, avant de commencer une séance, je me pose, comme je disais tout à l'heure, je me mets dans ma petite bulle, voilà, et je demande à mon ange, mon guide, ma maman, mon papa, enfin tous ceux qui veulent venir m'apporter un peu de lumière. Quand j'ai commencé à faire ça, j'étais très mal, je me suis sentie pas bien, tu sais, et j'ai compris pourquoi, parce qu'ils m'ont mis un message, parce qu'on a parlé des enfants en fait. Tu vois, les enfants, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sacré, quoi. C'est nos petits hommes et nos petites bonnes femmes là. Il est temps vraiment d'en prendre soin, quoi. Hein. Alors, je vais vous lire, chers amis, vos enfants ne sont pas leurs enfants. Vous leur avez donné le souffle de vie. On leur retire le droit de respirer. Qu'attendez-vous? Qu'en pensez-vous? Nous entendons leur cri intérieur. Que se passe-t-il en vous, parents? Que de questions, mes amis. Notre autre, qui écrit pour vous, est triste. Son cœur de mère pleure. Nous vous observons et nous ne pouvons rien faire pour vous.
Un père ne peut rien faire pour son enfant si celui-ci n'appelle pas au secours. Priez, criez la libération de vos enfants et nous entendrons et nous agirons. Paix et amour pour vos enfants, mes enfants. Restez calmes, c'est dans le calme que les événements malencontreux se délient. Calme et déterminé à sauver vos enfants. Paix sur vous. Voilà le message que j'ai reçu cet après-midi pour nous tous parents, quoi. Mais c'est vrai que tout à l'heure, dans tout ce qu'on a dit, là, il y a une chose que je n'ai pas dite et ça m'y emmène. C'est que comment se fait-il que Jérôme Rodriguez, qui a derrière lui des milliers et des milliers de gens qui l'écoutent et qui le suivent, comment se fait-il que ce type n'ait pas dit au peuple qu'en novembre, une loi va être entérinée, une loi qui va permettre à une femme, sous prétexte d'un stress psychosocial, oui, stress ou détresse psychosociale, pourra tuer son enfant, je vois pas d'autre mot, Oui, à 9 mois à terme, c'est-à-dire un être humain qui est prêt à vivre, alors qu'on sait que à 7 mois, un prématuré vit sans problème déjà. Je veux dire, c'est courant. Donc à 9 mois, un petit être là, moi je revois mes filles quand elles venaient de naître, je me dis mais donc et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont provoquer l'accouchement. oui. C'est un accouchement pour moi, c'est pas un avortement, hein, c'est un accouchement. Et qu'est-ce qui va devenir cet être-là? Il va peut-être devenir en fait de la chair à pédophile, de la chair à pédosataniste, pour faire de l'adrénochrome, par exemple, Oui, voilà. etc. Et c'est incroyable que ce Rodriguez-là ne dise rien de tout ça. Il ne révèle rien sur les mensonges de la manipulation de la fausse pandémie, sur le masque, et tout. Il ne dit rien. Il maintient. Ce type-là est intelligent. Oui, 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 les Je le gens. pense maléfique, malfaisant, mais intelligent. Il sait tout ça. Oui. C'est pour ça que je l'attaque. Mais que j'attaque ce qu'il fait. Parce que c'est pas vraiment lui qui m'intéresse. Hein. Voilà. Donc, on dit que gentil n'a qu'un œil, mais je dis que lui, il est l'exception à la règle. Ah oui, il y en a. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Ah ouais. Et donc, voilà. Et donc, c'est ce que tu as dit là qui m'a emmené à ça. Et donc, ça, c'est quand même, c'est pas un détail, quoi. Dans une France où on va pouvoir tuer un enfant, le prendre à la naissance et dire cet enfant, on le tue. Oui. Et il naîtra sans nom, hein, pas sous X. Hein. C'est-à-dire que Mais cet enfant arrivera je sais sur pas. Terre, il n'existera pas pour il personne. sera un objet. Oui, Il sera de la matière. Il ne oui, sera pas un être humain. Et, et donc, qu'un mec comme Rodriguez, il n'ait pas un mot là-dessus, il y a vraiment un truc qui va pas, quoi. Je vais vous confier une chose. J'ai une amie qui a fait un rêve. Je ne vous dirai pas qui c'est cette personne. C'est une personne aussi qui, comme toi, voit des choses. Elle a fait un rêve dans lequel elle voyait Rodriguez. Mais elle le voyait comme le Dajjal. Qu'est-ce que c'est le Dajjal? En islam, le Dajjal, c'est l'antéchrist. Ah oui. Et Comment le ça, Dajjal, il a un œil crevé, le Dajjal. Ah, d'accord. Et donc, elle a fait un rêve sur ça. Je ne donnerai pas tous les détails. Oui. J'aurais dû en parler avant, mais bon, je ne donne pas son nom, mais j'en reparlerai peut-être dans une vidéo si elle me le permet, toujours sans la citer parce que c'est personnel. Mais ça m'a frappé parce que moi aussi, je fais des rêves prémonitoires et c'est assez puissant, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'elle a fait un rêve et ça concernait cette histoire-là. En fait, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose de maléfique Oui, pour le 12. oui. Je le sens aussi. Et quand même, c'est 665 jours après le premier jour des Gilets jaunes. Oui. Sachant que 666, c'est le chiffre de la bête. La marque de la bête. Voilà. Donc, vraiment... Sur Terre, c'est le chaos. Mais là, de l'autre côté, il y a aussi un gros combat qui est en train de se mener. Et je demande à tous vraiment de vous reconnecter à à vos guides, à vous déjà, votre spiritualité. Hein, c'est vraiment, je veux dire, on est incarné, hein, on est une âme incarnée dans un corps, quoi. Hein, et
il est temps, mais il y a urgence de se reconnecter à la source, à d'où on vient, à cette lumière qui nous habite, hein, qui nous fait que nous sommes humains, et à nos guides. Il est temps, ils demandent que ça. Hein, de se reconnecter à nos guides, à nos anges pour nous protéger, et à nos guides pour nous inspirer. Il est temps. Je pense que si les gens se reconnectent, ils verront que, je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de me dire que j'ai des couilles, que j'ai du courage, etc. Je leur dis, bon, c'est flatteur d'un côté. Moi, ce qui m'embête, c'est de me dire, en fait, il y a un gars qui avait dit ça dans un live où on était plusieurs, et il m'avait fait remarquer, il avait dit, tu sais, lui, il a vécu peut-être, il me parlait des gens des Balkans. Moi, j'ai connu des Serbes et des Croates. Alors bon, ils étaient ennemis, mais ils ont un point commun dans les deux camps, pour moi, c'est que ces gens-là ont encore des couilles. Oui. Qu'en France, il y a plus de couilles. Alors, le problème est là. Alors, si un type, il en a un petit peu, ça devient une exception, ça devient exceptionnel. Mais non, mais simplement, moi, je pense que je suis comme toi, donc relié là-haut, et c'est ça qui fait que on n'est plus dans la peur. Oui. Le fait d'être relié avec le divin, ça nous permet de ne plus avoir peur de vivre, parce que les gens, ils n'ont pas peur de mourir, ils ont peur de vivre. Oui. Oui. Voilà. Mais là, on le voit de plus en plus. Hein. Ben, en tout cas, moi, je suis très, très heureuse de t'avoir accueilli sur ce live. Je te remercie beaucoup, beaucoup de nous avoir partagé tous ces bons moments avec toi, toutes ces paroles. Ben, J'espère que cette graine aura un bon terreau, en tout cas. Hein. Et puis, je souhaite longue vie sur ce chemin. Tu as choisi un chemin qui n'est pas facile, mais c'est un chemin où tu n'es pas seul. Hein, ça, c'est important que tu saches. On a parlé quelques fois, les gens ne le savent pas, mais bon, tu m'as contacté suite à cette vidéo et puis on a parlé au téléphone et tout. Bon, toi, ta chaîne n'est pas à la base dédiée à la même chose, mais moi, si j'ai accepté de faire un live avec toi, parce que je sens que tu es quelqu'un de connecté là où il faut et tu m'as parlé aussi de Laurent que j'ai découvert ce soir et je sais que tous les deux, vous êtes un couple de combattants. Donc, j'ai eu envie d'être avec vous et c'était un plaisir, quoi. Et vraiment, je te remercie aussi, je vous remercie tous les deux. Voilà. Merci à toi. Merci. Je t'embrasse, je vous embrasse tous qui étaient là ce soir avec nous. Oui, merci d'avoir partagé ces bons moments ensemble et longue vie à tous. Merci Martial, à bientôt. Merci. Ciao. À bientôt. Bisous.